Yo les Future Ways, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup dans ce live sujet de ce soir. On va voir un petit peu les stratégies pour rentrer sur le marché. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Quels sont les niveaux importants? Est-ce que c'est déjà trop tard entre guillemets? Il faut se presser de rentrer maintenant sur le marché. Et on verra effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui galéraient à chaque fois à avoir des stablecoins et de la liquidité de dispo quand ça corrige. Et à mon sens, ça devrait pas arriver, surtout au vu des poussées qu'on a eu sur les altcoins, etc. précédemment. Donc on va en parler un petit peu de tout ça. On va faire un point sur le halving, on va faire un point sur la macro. On va mettre les éléments importants actuellement, ce qu'on pense aussi. On reviendra rapidement aussi sur le live qu'on a fait il y a 15 jours, parce que le thème c'était littéralement cyclicité crypto et risque de correction. J'avais bien mis en plus risque et correction en majuscule. Donc voilà, sans surprise. Et fameux débat, bonjour monsieur Kaneki. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'ai hâte de commencer tout ça, de discuter d'un petit peu tous ces sujets. Il y a pas mal de choses à dire. Est-ce qu'on est dans la peur? Ah, ben C'est une on bonne peut mettre le Fear question. and Greed, mais Est-ce que le marché est dans la peur? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Est-ce qu'on le Fear and peut... Greed pour l'instant était résilient. Hein. C'est pour ceux qui connaissent. Ah, ça commence un Ouais. peu à déchanter. Ok, Et j'avais pas fait c'est gaffe. justement ce que je disais sur ma dernière vidéo aussi, où je disais, bah, ça m'embête de voir le Fear and Greed à 78. Ok. J'aimerais bien le voir descendre au moins vers les 60, vers les 50, 40. Et là, ça deviendrait de plus en plus intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Pour ceux qui connaissent pas forcément, pour ceux qui vont arriver, qui vont voir la rediff, c'est un indicateur qui mesure avec plusieurs facteurs. Vous les avez juste en dessous ici, avec plusieurs pourcentages, à la fois les réseaux sociaux, etc. Bref, le sentiment ambiant avec plusieurs métriques. Et il nous fait des petits scorings comme ça, et on peut le voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue graphique. Donc c'est quand même assez intéressant. Le problème, c'est que la plupart des personnes, encore une fois, ils utilisent n'importe comment et ils utilisent au premier degré. Donc du coup, forcément, ils sont déchirés par le marché. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de voir ça. Donc ça fait du bien là que ça commence à redescendre un petit peu parce que justement, il y a encore quelques jours, justement, on était ultra haut. Ouais. Et il restait ultra haut. Donc moi, j'étais en mode, bon, bah ça, par contre, c'est pas ouf qui clean pas. Et c'est quand même, du coup, bon signe que ça commence, et je dis bien ça commence, à redescendre un peu. Ouais, c'est ce qu'il fallait de toute manière. Il faut que ça descende un petit peu, qu'on calme un petit peu les gens, même sur les Google Trends. Au final, on voit que ça commence à redescendre un petit peu. Ouais. Est-ce qu'on peut aller descendre encore un peu plus bas? Ouais, On ne après sait le Google pas. Trend, il avait déjà commencé à redescendre quand même pas mal, hein, mine de rien, hein, dès le début de la correction. Franchement. Ouais, ça fait quelques semaines peut-être, une semaine, un truc comme ça, que ça descend un peu, mais c'est toujours haut comparé au niveau précédent, surtout en 2022, 2021. Ouais. Ouais, carrément. N'hésitez pas dans le chat s'il y en a qui ont des questions, ça avec grand plaisir, et on sera un plaisir de pouvoir y répondre. Donc, halving qui est prévu pour le 20 avril. Ce que je disais, c'est que moi, normalement, là, pour le coup, je serais en train de fêter mon anniversaire. Donc, c'est pas exactement le jour de mon anniversaire. Mais normalement, on sera en train de fêter mon anniv aussi. Notamment avec des personnes de la communauté privée. Donc, l'occasion de souhaiter un joyeux aussi halving quand on sera sur place. Alors, on a pas mal de choses à voir. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit peu le point des trucs importants. Je sais que là, il y a pas mal de personnes qui parlent de cyclicité, etc. C'était justement le sujet d'il y a 15 jours. Donc n'hésitez pas à le recheck. D'ailleurs, elle n'a pas fait énormément de vues pour le coup celui-ci. Mais n'hésitez pas à le recheck pour le coup si besoin ou à zapper ou voilà. Mais parce que pour le coup, cyclicité, on est en plein dedans. On avait couvert tous les principaux éléments, les plus gros risques. Et on avait parlé notamment du SP500, on va y revenir. On avait parlé de tout ce qui est signe noir, autres, etc. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait. Donc ça, c'était un exemple. On ne dit pas que ça allait faire forcément exactement ça. Mais c'était clairement un exemple qu'on pouvait réitérer par rapport à la cyclicité du halving. Donc le halving, là, on est en orange ici. Et historiquement, en fait, on avait comparé tous un petit peu de comment ça avait réagi, etc. Et pour moi, c'est pas clairement pas aberrant qu'on corrige un petit peu avant et que potentiellement on est en espèce de range plus ou moins correction qui perdure juste après et pour To The Moon et pas mal de news également. Je sais pas si tu l'avais vu, du coup, Monsieur Ouais. Kaneki, mais Si, ça, je l'ai traité aussi dans une vidéo. ok, parfait. Et d'ailleurs, pour revenir juste vite fait à ce que tu disais par rapport au range, euh, on peut aussi remarquer qu'en 2020, on avait aussi un range qui avait duré quelques semaines, quelques mois peut-être, je sais plus exactement, juste avant de casser la TH. Donc, Ouais, niveau cyclicité, en fait, il semblerait qu'on soit un peu quand même dans l'identique. ouais, ouais. Toujours, en fait. On change pas. Il y a pas de cette fois c'est différent. Comme on disait aussi, plus on va dire cette fois c'est différent, plus ce sera dangereux. Et plus peut-être il faut se dire, OK, du moment où on se dit cette fois c'est différent, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions? Est-ce que c'est pas justement le fait de dire ça qui peut être un signe de top également? C'est à méditer. Ouais. Là, tu l'as retrouvé, ouais.
Après, moi je voyais quand même beaucoup de gens en mode. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu tilter aussi par rapport à ça. Et d'ailleurs, tu nous as repartagé du coup des éléments que tu avais partagé également en interne par rapport au ce que tu me disais en off là juste avant, par rapport aux médias, que ce soit Larry Fink ou que ce soit les TPMP et compagnie. Ouais. Et je me suis perdu, je sais plus ce que je disais. Oui, je voulais beaucoup de personnes en mode ça y est, halving, ça y est, bull run, ça y est, ça commence à partir, donc on va faire que monter ad vitam tout droit, machin en ligne droite. Et ça, ça me dérangeait un peu, on l'avait déjà évoqué pendant les lives précédents. Et du coup, c'est bien parce qu'on est en train de reset, et là on est en train de purger, on est en train de mettre aussi un coup de. Je vois que pareil, les leviers, ça commence à shorter un peu dans tous les sens, donc il y a personne qui mise à la baisse sur les leviers, ça commence aussi à être bon signe. On a quand même bien corrigé, mine de rien, aussi sur l'SP500, quand même pas mal. Ouais. Il y a encore un peu de place quand même pour corriger un peu plus. Ouais, après, ouais, il y a encore un peu de marge, mais ouais, du coup, en fait, on est en train vraiment là de faire flipper aussi quand même pas mal de monde. C'est bien que le Fear and Greed, il commence aussi pour le coup à redégonfler, à redescendre un petit peu. Donc voilà, c'est. Moi, je pense aussi que les alts elles vont continuer de prendre cher pendant pas mal de temps. Et je me fais pas trop de soucis pour BTC. BTC Ethereum, je me fais pas du tout de soucis pour eux. Et Non. après, c'est sûr que les alts, si on continue de range avec pas mal de volatilité, ouais, ça peut rendre pour le coup vraiment cher. Ouais, et puis aussi, on peut arriver aussi sur le côté où on disait sell in May and go away. On voit qu'on se rapproche de plus en plus de mai et au final, on commence déjà à corriger. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la correction par rapport à mai peut-être ce qu'on va voir aujourd'hui également. Mm. Ouais, pour moi, on a vraiment exactement les mêmes configs que ce qu'on a ici, hein, parce que là, pour le coup, on avait. Bon, là, on n'a pas eu trop de divergence. Attends, je dis pas une bêtise. Non. Et non, 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 parce qu'elle est biaisée en plus. J'ai pas la clôture. Putain, le RSI, il attaque bizarre le RSI. Techniquement, si je suis en divergence, parce que j'ai pas la mèche qui est indiquée là sur le RSI du coup. Mais si je suis en divergence aussi, la petite là, donc petit signal aussi ici baissier, comme on avait au final sur 2019. Oh, vous m'avez compris. Elle est là. Chut. Ici aussi. Et là, elle était plus grosse pour le coup. Mais bref, petite correction. Et moi, je vois pas, hein, ça je le dis, je sais pas combien de fois vous êtes au courant, ça fait je sais pas combien de fois qu'on le répète. Je ne vois pas un gros creux comme ça aussi long. Je vois absolument pas. Je vous le dis direct, je le vois tellement pas. C'est genre, il est pas à discuter. C'est qu'on peut avoir des prétextes, des machins, etc. Mais pour moi, c'est sûr et certain, il sera pas aussi long. Donc, il peut être Ouais. plus profond, plus agressif, etc. Why not? Et encore, même ça, j'ai du mal à y croire. Mais surtout, encore plus, encore moins, du coup, avec le crash Covid. Mais entre guillemets, avoir un truc comme ça, why not? Pas forcément aussi long, aussi profond, clairement pas, je le vois pas. J'ai du mal à voir ça comme ça. Mais avoir juste effectivement une cyclette 2019. Parce qu'en fait, les deux, là, à chaque fois, hein, ça fait déjà des mois hein, qu'on en parle dans tous les sens, en privé, on en parle, je sais pas, en long, en large, en travers, etc. Et en fait, cette cyclicité qu'on est aujourd'hui là ressemble tout à fait à ces deux mouvements de scénario. Et c'est comparé, du coup, il y a encore 2 semaines pour le coup. Et pour moi, on est clairement sur ce move-là en fait. Après, combien de Ouais. temps va durer pour la compensation pour repartir sur les altes et repartir plus fort? Pour moi, il sera plus court, c'est évident. Là, ce que je rajouterais en plus, tu vois, c'est le côté vraiment Covid, c'est vraiment une anomalie qu'il faut peut-être pas prendre en compte. Ouais, Mais par contre, ce qu'on voit juste après, c'est une petite hausse là, qui était vraiment le défi summer en 2020. ouais, Et juste ici. je pense vraiment que cet été, on pourra avoir peut-être des belles surprises. Notamment avec, ben, je sais pas, il y a le protocole Rune là qui est en train qui va se lancer du coup en Bah, même temps que le halving. Est-ce que ça va créer de l'attraction par rapport à tout ça? est-ce qu'on pourrait pas avoir une Bitcoin Summer en vrai, hein? Bitcoin Summer, ouais. C'est pas Une bête ça. Bitcoin Summer, Il on y a a les Merlin runes. Chain qui va se lancer également. Hein? Des L2 qui se lancent de plus en plus sur Ouais. Bitcoin. Ouais, ouais. Quand je dis Bitcoin Summer, en vrai, c'est tout l'écosystème. Hein, parce qu'avec les runes, ça va être un catalyseur qui est plus qu'important. Là, il y a l'halving qui se démocratise. Pour moi, les alts, elles vont continuer. C'est déjà ce qu'on avait signalé. Elles vont continuer de prendre cher encore pas mal de temps. Il se peut que la dominance elle fasse aussi la résistance pendant pas mal de temps. On a un Ethereum BTC est-ce qu'il creuse ou pas? Et voilà, il creuse sous notre point de liquidité aussi ici. Il est en train. Ouais, il est en train de retester le premier support, là, le haut du support aussi ici. Donc, vous voyez, je l'ai laissé, hein. J'ai rien touché, hein. J'ai absolument rien touché. C'est ce qu'on avait parlé également déjà évoqué la dernière fois. Mais pour moi, on ira. Enfin, je vois pas forcément un truc hyper bas qu'on creuse hyper bas. Mais pour moi, ça va être un peu le tag final en mode tout le monde se dit on va pas casser ce niveau-là, on le casse et puis on vient choquer les gens et derrière on repart. Ouais. Et pourquoi pas aussi Ethereum qui se réveille, hein, vu que c'est quand même assez fade up. Et il y a Hong Kong, du coup, tu montrais tout à l'heure ta petite news, qui Ouais. a accepté un ETF spot sur Ethereum. Donc je crois que c'est les premiers à faire ça.
Ouais. si je me trompe pas. Ouais, Je ouais, crois que bah c'est les oui. premiers. Donc, ça m'étonnerait que les États-Unis laissent la Chine avec Hong Kong avoir un spot Ethereum et pas eux. Donc, est-ce que ça va pousser les Américains à accepter un spot Ethereum d'ici fin mai? C'est une question que je me pose également. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est vrai que. Alors, moi, ça m'étonne qu'il ait approuvé d'abord à Hong Kong, pour le coup, pour être honnête. Mais why not? Et pour ceux qui connaissent pas forcément Hong Kong, faut savoir que les grosses places de marché mondial, il y a quoi? Il y a Europe, US et Asie avec Hong Kong notamment, hein, si je dis pas de Ouais. bêtises. Je crois qu'en Donc, Asie, il y a Hong Kong et Tokyo également. ok. Ah oui, Ça va être plus effectivement. New York, Londres, Paris, Tokyo, Hong Kong. Et je sais pas s'il n'y a pas Milan ou un truc comme ça. Ok. On m'a dit. Ouais, mais enfin, ok, c'est pas forcément le détail là qu'on cherche, mais dans le sens où ce que je voulais souligner, c'est merci effectivement du coup Kaneki, c'est que c'est quand même une place mondiale de la finance et c'est indiscutable. Genre, c'est vraiment un des piliers mondiaux de la finance en termes de marché financier Hong Kong. Donc là, c'est pareil. Je pense que. Alors, je les ai pas vus passer. Si on voit déjà des afflux de liquidités, ça a déjà été mis en place. Parce que là, c'est juste l'approbation. J'ai vu aucune news par rapport à ça, par rapport à où on en est concrètement. Ça a été validé, mais. Parce que de mémoire, quand on a approuvé les ETF spot, ça a été fait direct et on a directement les afflux de liquidités. Est-ce que là, ça va être direct en termes d'afflux? Je sais pas. Mais pour le coup, ouais, Hong Kong, grosse bourse d'échange de manière mondiale de la finance, c'est pas forcément que crypto, mais du coup, de manière totale. Donc, gros afflux de liquidités, je pense qu'ils vont aussi arriver. Et le jour où ça a commencé aussi à débouler en plus de Hong Kong, pareil, je pense que le gap qu'on a eu en mode sell the news, et au final, on a été, entre guillemets, un peu surpris, entre guillemets. Enfin, moi, après, je suis rentré sur le marché aussi, mais on a eu un sell the news qui a été rapide pour repartir assez rapidement. Pour moi, on peut avoir un peu le même move, notamment à cause de ce conditionnement des ETF, tu vois. Et là, je commence à voir, hein, je vous le dis parce que je commence à vraiment, et ça c'est un pattern, on en parlait justement, on parlait de pattern précédemment, etc., d'analyse par rapport aux sentiments, etc. Je commence à revoir beaucoup de personnes être baissier. Beaucoup, genre, vraiment, genre, ça peut être pire, mais je vous le dis. Genre là, si le marché, on a déjà le point plus bas actuellement et qu'on repart plus haut, moi ça m'étonnerait pas. Donc, Ouais, ouais, moi je t'avoue que je suis assez d'accord avec ça. Même s'il y a quand même une possibilité d'aller chercher plus bas, mais oui, ben, comme Ludo il en parlait, est-ce que Impact Covid c'est un peu pareil que Impact Iran-Israël? Alors peut-être qu'un coup de géopolitique comme ça pourrait vraiment mettre de la peur sur le marché, rajouter de l'inconnu, et c'est ça qui fait aussi peur au marché. Maintenant, pour moi, tout ce qui s'est passé avec l'Iran et Israël aujourd'hui, c'est un peu du bruit. Il n'y a pas eu grand-chose de concret au final. Il n'y a il y a aucun quand même eu drone des qui envois a. de drones, hein. Ouais, mais les envois de drones, au final, ils ont tué personne. C'était Hmm. pas non plus du gros high-tech. C'était plus, à mon avis, une réponse en mode coucou, je suis là, viens pas trop me faire chier. Donc, à voir si ça escalade et ça continue. Pour l'instant, ça peut être aussi une excuse d'aller faire la guerre et aux Américains de commencer à imprimer encore plus d'argent pour ajouter de la liquidité. Donc, Ouais, en général, ce qui se hmm. passe, c'est ça. C'est s'il y a la guerre, c'est impression monétaire, risque asset qui augmente. Et pour nous, en tout cas, investisseurs, c'est un scénario presque parfait, quoi. Même si, bon, ça reste la guerre et c'est pas non plus quelque chose de très intéressant. Ouais. Mais ouais, alors du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, il faut le voir d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que là où vous aurez le plus d'impact sur une news négative, une guerre, etc., c'est quand le marché ne s'y attend pas. Regardez le Covid, c'est ce qui s'est passé. Regardez FTX. FTX a fait des dégâts monstrueux sur le marché. Pourquoi? Parce que les gens s'y attendaient pas. Donc là, enfin, on sait que cette guerre-là, c'est un truc qui date depuis. Enfin, c'est carrément absolument pas nouveau du tout, genre. Donc là, il y a eu un coup de surprise, effectivement. Il y a eu un peu de coup de panique sur le marché, etc. Et ça a surpris. Mais là, c'est acté, donc en fait, on sait que potentiellement, si ça s'aggrave, le marché va pouvoir être déjà plus ou moins anticiper, etc. Il y a vraiment, si ça s'aggrave, en fait, à un niveau de gap beaucoup plus profond, qu'on se dit, oh non, mais jamais on aurait pensé qu'ils aillent jusque-là, etc. Et là, on peut vraiment avoir une grosse conséquence sur le marché. Mais s'il n'y a pas d'énorme aggravation, plus que ça, même qu'on néglige pas la gravité de la chose, d'un point de vue humain, s'il n'y a pas de grosse surprise de marché par rapport à la gravité de ce qu'on peut anticiper aujourd'hui, de ce qu'on a dans les mains par rapport à ça, le marché il va l'anticiper, il va se méfier. Donc est-ce qu'il est déjà pas en train de le pricer en mode je me défends au cas où et je corrige aussi au cas où à cause de ces événements-là et comme ça je suis tranquille et si ça s'aggrave, ben, on a déjà anticipé au niveau des prix. Ça c'est possible aussi. Pour le coup c'est pour ça que effectivement Kaneki il souligne le fait qu'on peut continuer de corriger. C'est une certitude, mais justement on va revenir un petit peu sur l'SP500 parce que celui qui appuie là. Et après sur BTC c'est pas compliqué. Pour l'instant on est bloqué dans cette zone
zone-là. On a la trend qui est ici, on la reteste, on la reteste à la baisse. Moi, je le disais, pareil, je l'ai dit à l'interne. Pour le coup, on est en train de retest là la trend ici. On a retest du coup dessous pour repartir. Bon, ça c'est pareil, c'est clairement, on sait très bien que c'est un signal baissier. Donc moi déjà cette clôture ici là, quand je vois que tout le monde commence à parler de short, qu'on a des leviers de plus en plus, que le sentiment sur la Fear Grid il corrigeait aussi exactement, alors qu'on a déjà des lignées sociales qui s'étaient déjà commencé à redescendre, que les particuliers c'était juste, on va dire tout doucement, mais c'était plus des personnes qui étaient déjà, qui avaient un petit peu déjà un œil sur le marché, qui s'étaient remis un petit peu au diapason entre guillemets, mais que les gens maintenant, et puis pareil de plus en plus, se mettent directement full altcoin, il n'y a plus de Bitcoin, il n'y a plus d'Ethereum, c'est direct alt, qu'on avait des meme qui avaient pris pas mal, et que là, pareil, ça commence aussi à un petit peu à ralentir sur les meme coins. C'est plein d'indicateurs qui sont quand même assez pertinents. D'ailleurs, je vois, je suis en 4 heures là sur BTC, j'ai une divergence haussière. Donc j'ai un signal haussier pour l'instant. Donc voilà. Mais on a C'est pas pas étonnant, parlé. ouais. Franchement, c'est pas étonnant qu'il y ait un petit rebond. Parce que moi, je vois quand même plusieurs zones. Là, tu l'as pas affiché sur ton graphique, mais si tu prends les tops de 2021, que tu traces un support, ben en fait, là, on est repassé sous le support, on était passé au-dessus avec l'ATH. Là, on pourrait venir peut-être retaper dessus. Et après, pour moi, on est toujours dans le range entre l'ATH et le support que tu as tracé sur BTC. C'est lesquelles zones tu me disais? Celle-ci? Ouais, par ici, ouais. Ah, 60 000. Mais c'est ça en fait, c'est que en fait on a, mais là on a des zones qui sont cosmiques parce qu'on a toutes les clôtures qui sont ici. On a les rebonds aussi qui sont ici là au niveau des mèches. Donc en fait, on a une grosse zone là qui est ici, et puis palier psychologique 60 000 dollars. Là, on est en train de rebondir dessus, etc. Donc là, effectivement, par contre, ce qui est dangereux, là, il faut vraiment, faut pas le négliger, celui-ci pour coup, parce que ce qui est dérangeeux, c'est que vu qu'on a toute une zone d'appui 60 000, c'est que si vraiment on passe au travers et qu'on le confirme et qu'on fait ça, genre ça pue, genre dans le sens où ça peut être vénère. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on break vraiment ce signal-là et que le marché considère que c'est validé, ça break, on peut avoir une grosse accélération. Après, si on réintègre et qu'on. Ça sera finito en fait. Ça sera finito, on a réintégré et la baisse, il y a de fortes chances que ce soit fini. Mais faut faire gaffe parce que là, effectivement, le support de 60 000 il était très costaud. Il y a pas mal. Enfin, là, c'est le SP500 qui appuie aussi dessus. On va y venir justement, ça fait 4 fois que je le dis, mais c'est pas hyper beau sur BTC pour l'instant à court terme. Mais encore une fois, c'est plus le SP500 aussi qui appuie. Et le contexte de la guerre par rapport du coup à la Syrie, les drones, etc. Pour moi, il y a des chances, en tout cas, que le plus gros potentiellement soit passé. Si ça ne s'aggrave pas d'un point de vue de la guerre, etc., pour moi, c'est évident que le plus gros d'un point de vue volatilité par rapport à la crypto et par rapport à la volatilité de la peur de cette guerre-là, pour moi, le plus gros est passé. La question, c'est est-ce que le SP500 il va continuer de corriger pour le coup. Et d'ailleurs, Tab, du coup, tu nous avais partagé des trucs aussi en interne. Je sais pas ce que tu veux partager en public ou quoi. Mais Attends, je regarde ce que j'ai partagé. sur l'aspect 500, alors là je l'ai pris ici, on avait le gap ici, mais peu importe, ne regardez pas forcément cette Ouais. zone-là pour le coup. Mais on a un premier contact ici, on vient corriger aussi, donc là il est validé plusieurs fois, hein, cette trend, c'est pas juste une trend qui fait joli. Et puis de toute façon, pareil, ceux qui vous disent que une trend, vous pouvez pas avoir juste le point de contact, elle est pas valide, moi je vous dis que c'est faux parce que c'est psychologique. C'est purement de la technique, c'est purement de la psychologie, donc c'est faux. Genre je suis désolé, c'est pas parce que c'est écrit dans un bouquin que le marché va pas le considérer. Et on le voit à chaque fois, et je peux vous le dire qu'à chaque fois je le regarde, et à chaque fois le marché le considère. Donc... Donc ouais, donc là on a quand même pas mal de zones. Après c'est pareil, ce que je disais, c'est que en daily, mine de rien, déjà historiquement, au niveau du RSI, on a quand même pas mal purgé. Hein. On a quand même pas mal purgé et on est quand même bien redescendu. Donc on n'est pas à l'abri qu'on continue un petit peu de recorriger, je sais pas exactement jusqu'où. À voir si on vient Ouais. chercher cette zone Il y a, ici. il y a un peu de marge pour corriger effectivement sous la RSI. Après, toi, tes zones, elles sont très bien. La zone en vert, déjà, ça peut être un premier arrêt aussi. Et si on y arrive, forcément, le RSI va aussi baisser. Maintenant, si ça tient pas, on pourrait peut-être réintégrer le canal juste en dessous. Celui-ci. Non, le vert toujours, en fait. Réintégrer le canal Ah oui, vert, oui, déjà. ok. Ouais, je vois. En Et fait, tu vas venir rentrer un toucher le truc comme ça. support sur les 4800 dont tu me parlais déjà depuis quelques temps. Ouais, ouais. Et puis là on a la défense en plus, hein. Parce que même si on arrive à pousser ici, là les 4006 ils sont solides. Hein. Ouais. Ouais, en plus, après, côté macro, il y a aussi la liquidité dans le marché qui continue à rentrer. Donc, Sur le tant que le stablecoin aussi, j'ai vu marché. que ça a augmenté là. Après, est-ce qu'on n'a pas eu une vente déjà de certains actifs à risque qui sont partis aussi un petit peu dans le stablecoin aussi. Mais Après, en général, ouais, quand BTC baisse, stablecoin, ils augmentent. ouais, ouais, ouais. Donc,
Mais après, ce que je veux dire, c'est que si déjà en plus ça continue de augmenter et qu'on a de l'afflux aussi de stablecoins de manière globale, dans tous les cas, ce Oui. sera toujours une bonne chose pour. Parce qu'en fait, si à la limite les stablecoins ils stagnaient ou ils augmentent un petit peu alors qu'on corrige, c'est moins un bon signe. Mais là, ça augmente vraiment pour le coup. J'ai plus le graphique sous les mains, mais je dois l'avoir Bon, en je l'ai, plus ça ici. monte un petit peu, mais on arrive quand même sur une zone qui paraît en mode résistance. Maintenant, est-ce qu'on peut analyser la dominance des stablecoins comme on analyse un chart de base? Je sais pas trop. Mais là, on serait déjà sur une première résistance. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à la casser ou pas? Je sais pas. Celle-là, ouais. Je pense que tu la vois de. T'étais en quoi? T'étais en weekly, ouais. Hmm. Ouais, donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est la dominance USDT. Donc plus l'USA monte, plus les proportions. Mais après, enfin, là, c'est biaisé. Il faudrait mettre dominance USDT plus une dominance USDC du coup, parce qu'entre les afflux par rapport à l'Europe, compagnie, etc. Et à mon sens, c'est vraiment pas la Mm. fin. Il y a une vraie guerre de pouvoir par rapport à ça. C'est pas gagné non plus pour l'USDT. Donc, il faut vraiment que je cumule pour les coups les deux, parce que là, c'est un petit peu biaisé. Ouais, C'est ouais. Même un avec petit le peu DAI, peut-être tu biaisé. pourrais rajouter aussi. Et bientôt le stablecoin de Eternal, là, je sais plus comment il s'appelle. On a dit quoi? USDC. Ouais, bah après, pour l'instant, c'est vraiment les deux plus gros. Là, on a les deux déjà. On a USDT et USDC. Et c'était quand ça? 1er janvier. Ouais. Ok. 2023, c'était ça. Ouais. Ah, pardon, autant pour moi. Ok. Ah, donc ça fait que rentrer. Ouais, c'est ça, donc c'est ça en fait, ça a fait que rentrer entre guillemets de liquidité à partir du moment où on a fait que croître. Donc là, c'est vraiment corrélé l'un par rapport à l'autre pour le coup. Ouais, tout à fait. Après, si tu suis par rapport au BTC, je sais pas si tu peux le faire. Tu verras les corrélations qui sont vraiment. Je peux faire ça. Hmm. Ouais, tu vois. Là, c'est significatif. Hein. Tan, tan, tan. Ouais, C'est significatif. Là, on a ouais, le point bas ici. Derrière, les liquidités, elles font que se déverser. Hein. c'est choquant presque. Ouais. Et là, vous voyez, pareil, top de marché. Bam, là, on remonte. C'est vraiment ultra significatif. Après, est-ce que c'est valable d'avoir un RSI? Regardez, pas forcément. Je peux te dire. À voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Enfin Ah, bref. ouais. Rien que déjà comparer les deux, ça peut donner un bon petit indicateur en plus à surveiller. Ouais, ouais, carrément. Donc oui, alors débat aussi par rapport au Watsky Cheat Sheet. Je voulais juste finir par rapport au halving. Pour moi, le halving, c'est vraiment pour le coup pas à négliger du tout. Dans le sens où ça va être quand même une grosse pression haussière. J'ai vu passer là du coup précédemment en interne des personnes qui partageaient sur le fait qu'il y a de moins en moins de liquidités aussi sur les exchanges. Bah ça c'est une vérité, on le sait à chaque fois ad vitam etc aeternam. Et donc forcément plus il y a de liquidités qui sont asséchées, plus forcément ce sera des coûts de manipulation qui seront beaucoup plus forts aussi. Et tant qu'on n'est pas ultra haut, forcément ça sera une tendance qui sera beaucoup plus tendance à être à la hausse que à la baisse. Donc ça, par rapport à ça, c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis en fait par rapport à BTC et Ethereum, parce que tant qu'en fait on n'est pas sur des énormes niveaux d'excès, bah pour moi, on va faire que only up. On peut avoir des tempos, on peut avoir des corrections court terme, etc. Quand vraiment sur des gros excès. Mais là, c'était pas non plus, on n'était pas un truc ultra surchauffe de fou, etc. De fou malade. Un petit peu effectivement à court terme, mais c'était pas non plus cataclysmique à mon sens par rapport au top de bull run qu'on avait, etc. Donc je me fais pas trop de soucis. Pour moi, ça peut continuer de corriger sur BTC. Les scénarios extrêmes, on va pouvoir pour le coup les aborder. Je regarde juste. Ouais, Ouais. et puis surtout, si je peux rajouter un truc, c'est en fait, il faut dézoomer un peu le graphique. Tu dézoomes le graphique et tu vois, ok, on est à peine à l'ATH, donc cycliquement parlant, il reste encore du chemin. Moi, ça m'étonnerait vraiment que là, ça soit terminé et puis on redescend en bear market, ça aurait pas de sens. Mm. Ouais. Ça, pareil, on a expliqué en long, en large, en travers, etc. Donc sur le live d'il y a 15 jours, donc n'hésitez pas à aller revoir si besoin. Mais effectivement, les cyclicités de toute façon sont là et le marché les comprend. Donc pareil, alors un truc qui m'a fait tilt aussi quand on était au top de marché, et c'était en monthly ou pas? Je sais plus.
Mais on avait eu des gros tags, je crois que c'était le mensuel, hein. Oui, c'est ça. Alors, pareil, ça, un truc que le marché fait très souvent. Ça, je le vois très, très souvent arriver. Ça, c'est un gros tips, là, belle pilule, du coup, pour vous. On avait tag le mensuel, donc la fin du mois. Vous voyez, on a tag le top même. Et souvent, ce qui fait le marché, c'est qu'il vient tag des points cruciaux pour le marché d'un point de vue analyse technique. Et derrière, il retrace. Parce qu'il sait qu'il a fait son tag. Donc, il s'en fiche de retracer. En fait, c'est ça qu'en fait, il y a vraiment une traction de marché. Où on vient tag ce point-là. Et c'est comme si une personne, il a marqué un but. Qu'est-ce qu'il fait après avoir marqué son but? Automatiquement, il fait une célébration. Il se relâche, tranquille. Il profite, vous voyez? Eh bien, c'est exactement pareil à chaque fois avec les grosses clôtures de marché. Là, on vient de taguer un point beaucoup plus haut, la clôture mensuelle. Donc, c'est la précédente qui est en verte ici. Elle est énorme, on tague bien au-dessus de ces signaux-là. Donc là, on a des gros signaux haussiers qui sont actés, on l'avait souligné. Et derrière, qu'on a un relâchement, c'est normal. C'est le footballeur qui arrive, il fait son but, il est content, il fait sa célébration, il relâche un petit peu la pression. C'est totalement normal. Ouais, en plus, si tu regardes là, regarde où est-ce qu'elle corrige la bougie, pile sur le support de la TH. Ouais, ouais, clairement. Mais Donc, on revient à 60 000, ouais. donc pour l'instant, RS en fait. Ah bah Tant oui, qu'on est là, tant totalement. qu'on casse pas les 60K, en fait, on est vraiment dans un range et en fait, il faut juste patienter. En plus, les ETF sont acceptés de pratiquement partout. Le plus dur reste à venir, hein. Parce qu'en plus, y a pas... depuis les ETF, on était ici, hein. On a fait les ETF là et il n'y a quasiment pas eu de dip parce qu'au final, ça allait tellement vite que, bon, good luck. Mais on n'a pas eu de gros range, de gros retracements, etc. Donc, pour moi, là, plus on va stagner, plus on va ranger, plus on va corriger, etc. Plus on va avoir des instits et des gros poissons qui se disent ok, moi je suis pas rentré assez dessus, j'ai besoin parce qu'en plus il y a de plus en plus les fonds d'investissement, les retraites, les machins, etc. C'est acté, on n'arrête pas de le répéter. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, donc ils savent qu'ils en ont besoin. Donc pour moi, plus on va accumuler, plus on va corriger, etc. Il y a une demande qui est forte. Il y a une demande qui est forte et en plus de ça, il y a de moins en moins de liquidité, etc. Donc moi, je me fais tellement pas de soucis pour le cours, alors tellement pas. Et au pire des cas, oui, bah, au pire des cas, on va aller chercher sous ces. Pour moi, c'est le gros support là pour le coup des 52 000. 53 000 Ouais. globalement. On a toujours cette petite zone de liquidité qui est en train de se déplacer d'ailleurs au niveau des 58 000, un peu plus haut pour le coup. Mais donc celle-ci là, pour moi, ça serait vraiment l'idéal. C'est-à-dire qu'on vient un peu au nulle part, on fait paniquer les gens, tout le monde va dire oui, ça va, 52 000, catastrophe, tragédie, tout ce que je voulais, etc. Ça serait vraiment la zone idéale à aller chercher. On fait flipper tout le monde, on récupère de la liquidité pour le market making et let's go, repartir là. Moi, ça serait vraiment la zone idéale parce qu'on est en mode what the fuck, il n'y a pas de gros support. Tout le monde va se dire on continue à chaque fois forcément d'aller aux 52 000 parce qu'il n'y a rien entre. Et oui, il n'y a pas grand chose. Donc, vu qu'il y a une grosse défense et qu'il y a quand même. En fait, plus on va ranger aussi ici, hein, plus on maintient longtemps ces 60 000 dollars, plus le jour où on corrige, ben, il y a des personnes qui seront aussi à l'affût justement pour racheter quand ça va baisser. Donc ouais, non, je me fais genre zéro souci personnellement par rapport à tout ça. On va pouvoir avancer du coup avec le Wall Street Cheat Sheet et on va pouvoir acheter effectivement de définir les zones clés par rapport à tout ça là, effectivement par rapport aux différents supports, mais effectivement on a déjà évoqué en long, en large, en travers. On va pouvoir remettre aussi un petit peu de clarté dessus. Donc j'ai fait un petit sondage sur Insta, sur Telegram, etc. Et je vois que ça circule beaucoup sur les réseaux, que ce soit les différents cycles. Vous pouvez voir aussi le cycle d'une bulle aussi, j'ai vu qu'elle était pas mal passée à droite à gauche, un peu dans tous les sens. Et de toute façon, les différents cycles aussi sont quand même pas mal utilisés. Mais globalement, en fait, c'est toujours rattaché par rapport à celui-ci. Et le plus important, c'est ce qui fait le marché, c'est la psychologie de marché. Parce que c'est pareil, l'analyse technique, c'est clairement de la psychologie. Donc pour moi, c'est vraiment celui-ci qui est à mettre en priorité en termes de cyclicité pure, on va dire moyen court terme, et qui forcément va aussi induire dans le long terme, parce que sinon c'est plus jusqu'à présent en tout cas. Pour le coup, le halving aussi qui influe beaucoup. Mais effectivement, là, et c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est qu'en fait c'est un outil qui est là pour nous représenter non pas le dernier move de la petite bougie, de la petite correction, etc. et d'une top parfait ou du bottom parfait, etc. Et c'est là que beaucoup de personnes se sont fait piéger parce qu'ils cherchaient à l'aide du Wall Street Cheat Sheet de choper pile poil le point bas, etc. au lieu de chercher un état d'esprit. C'est ce Wall Street Cheat Sheet, cette feuille de marque, cette feuille de route, elle est faite pour aller chercher un état d'esprit. Pour vous dire, si je suis en état d'euphorie, je sais que je suis très proche du top. Si je suis en état de colère, de dépression, etc., je sais que je suis très proche du marché le plus bas. Et ce qu'essayent de faire beaucoup de personnes, c'est se dire, oui, mais là, on n'a pas eu la petite correction de la mèche qui est indiquée ici. On s'en fiche. On s'en fiche littéralement de si c'est pas exactement pareil, de machin. Ce que vous devez retenir, c'est que si je suis en disbelief, si je suis en belief, si je suis en thrill, si je suis en euphorie, ça m'indique plus ou moins où je suis dans le cycle. Et donc là, c'est à vous d'essayer de sonder le marché pour vous dire, ok, je vois que les gens, il y a eu quand même un coup d'espoir,
ça parle pas mal de meme coin. Là, ils ont validé le truc du bull run. Ils sont en train de me dire, ça y est, only up. On va jamais avoir de correction. Tout le monde est en mode full confiance. Ça corrige jamais. Le marché va faire que monter parce que tu comprends, historiquement, à chaque fois qu'on arrivait au top et qu'on arrivait au niveau du halving, ça a fait que to the moon. Donc, oui, il y a quand même. On peut pas dire qu'on pour moi, on s'en a totalement disbelief parce qu'il y a quand même eu un peu ces vagues d'espoir, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ce truc, si vous avez vraiment arrivé à... Moi, c'est ma spé, hein, pour le coup. Mais si vraiment vous arrivez à le faire, vous pouvez demander à n'importe quel investisseur aguerri, c'est ultra puissant. Ce qui est pas évident, c'est que c'est pas de la précision. Donc c'est difficile de se passer avec précision dessus. Même moi où c'est ma spé, des fois je fais des réajustements et des fois je me dis ah ouais, là j'étais pas mal, mais je réajuste un petit peu par rapport à ma position, etc. Et je cherche pas à avoir là, je me dis ok, si je suis ici, ça va forcément corriger exactement à 50%, etc. Non, je cherche juste à me placer dans mon sentiment. Et si je suis par exemple en optimisme, bah, je sais que je suis avant mon belief, avant mon thrill, avant mon euphorie. Donc je sais que je suis plus ou moins au milieu de cycle aussi. Vous voyez, c'est pas de la précision. Et si vous faites de la précision, vous allez vous faire torcher par le marché parce que c'est pas fait pour. Mais bref, Ouais. Après, on peut s'amuser à essayer de deviner, mais forcément, moi je le vois plus comme une petite map pour m'aider à voir où est-ce qu'on est dans le marché. Est-ce qu'on se rapproche plus de l'euphorie? Est-ce qu'on oui, se rapproche plus de la dépression? Et à partir de là, moi je vais pouvoir réussir à juger. Est-ce que faut que je me presse à vouloir sortir, par exemple? Ou est-ce que je me dis, ok, bon, en vrai, j'ai le temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre de schéma, moi, je trouve qu'on peut le voir à la fois à court terme, mais aussi sur le long terme. C'est-à-dire que même sur le court terme, on peut avoir de l'espoir, de l'optimisme, de l'euphorie, et on peut très bien avoir un peu de dépression sur des mini-cycles court terme. Et les gens qui vont acheter le top, le top local par exemple, et qui vont subir cette baisse, eux vont ressentir plus de la colère, de la dépression. Donc on peut voir qu'il y a aussi des mini-cycles dans des grands cycles. Et c'est ça aussi qui peut porter à confusion, je pense. ouais, complètement. En fait, en fait, c'est là la difficulté. C'est-à-dire que les stratégies les plus simples, on en reparlera par rapport aux prises de profit juste après, les stratégies les plus simples, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Et justement, celles qui fonctionnent le mieux, c'est contrairement à ce qu'on tendance à penser, c'est pas les plus compliquées, c'est justement les plus simples possibles. Ce qui est pas évident, c'est d'utiliser les bonnes stratégies dans les bons contextes. Mais les plus efficaces, c'est les plus simples. C'est vraiment basico-basique. Il faut juste effectivement à bien gérer le contexte et bien les situer. Et effectivement, cette notion de cyclicité, et là ça vaut pour ce cycle de la psychologie, entre guillemets, directement par rapport au marché, mais ça vaut avec les autres notions de cycle aussi. Dans le sens où, dans des cycles globaux, que ce soit économiques, etc., on le voit, c'est toujours des macros dans des cycles à plus petite échelle, et il y a plusieurs proportions, c'est un peu comme une poupée russe. Et les poupées russes, en fonction de la capacité du mouvement du marché, de l'actif, etc., vous allez avoir différents crans et tailles de nombre de poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais vous avez forcément, à partir du moment où vous avez une notion de cyclicité, des gros cycles macro, donc beaucoup plus larges, et des petits cycles à chaque fois. Donc oui, effectivement. Et ça, pour le coup, pour l'avoir pas mal utilisé, vous pouvez même le voir en fait propre à l'actif. C'est-à-dire que par exemple la même coin, par exemple une crypto-monnaie un plus solide, une crypto-monnaie qui est nouvelle, une crypto-monnaie qui est ancienne, etc., etc. Vous allez vraiment avoir en fait cette proportion de cycle qui va s'adapter en fait à la longévité du coup de la crypto-monnaie en particulier. C'est un peu comme si je prends par exemple un cheval, un homme, un chien. Ok, bah le chien il va vite, peut-être, une bêtise, peut-être 12 ans environ. Le cheval, je sais pas combien du tout sa vie, mais ça se trouve, il va peut-être vivre 20 ans. Et l'homme, il va peut-être vivre 100 ans, par exemple, ou 80 ans, peu importe. Eh bien, vous pouvez réadapter cette même notion de cycle par rapport au niveau de longévité de la personne, ou de l'animal, etc., ou de l'espèce vivante. Eh bien, vous pouvez faire exactement pareil avec chaque actif, et chaque actif, en fonction de sa capacité, va avoir différentes échelles de vie. Donc, je peux que souligner effectivement, Kaniki, ce que tu dis complètement, et j'essaie de, voilà, de mettre un peu de profondeur aussi là-dedans. Ouais, 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 c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Et en plus, je voulais dire un truc, je crois que j'ai oublié. C'est que là, sur le court terme, on peut voir qu'on a eu un petit peu d'euphorie quand même. Même si c'était très faible, Oui, on a eu un peu d'euphorie. parce que c'est pas Donc, binaire. Hmm. et surtout, on a aussi eu ce côté un peu nouveau paradigme. Là, et c'est pas affiché sur le graphique, mais en général, avec l'euphorie, il y a le nouveau paradigme qui va. Et en se disant, OK, cette fois-ci c'est différent, ben, c'est clairement se dire, c'est un nouveau paradigme. Hmm. Quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et c'était potentiellement un des nombreux signaux qui peut te permettre de te dire, OK, ben en fait, on arrive sur un top local, on va commencer à ralentir, on va peut-être commencer à corriger, avant de, comme tu disais tout à l'heure, forcément faire un petit range, un petit moyen, un gros range Ouais. pour aller chercher plus haut. Hmm.
Et donc par rapport à ça, d'un point de vue micro, en fait, on a déjà, ce que là, du coup, ce que Kaneki est en train d'expliquer, c'est que d'un point de vue micro, on a fait déjà ce cycle. Et donc là, on vient de taper l'euphorie avec effectivement les TPMP, les Larifink, etc. Que nous a si gentiment et si bien souligné du coup Monsieur Kaneki, c'est qu'effectivement, on a fait d'un point de vue micro déjà ce cycle-là. Et effectivement, là on est en phase de correction. Donc est-ce qu'on est plus vraiment à très court terme sur la phase d'anxiété, déni, panique, capitulation? Ça c'est plus touchy parce que c'est toujours pareil. Plus vous allez utiliser à court terme, plus vous allez avoir des faux signaux. C'est comme le trading. Ceux qui tradent à très court terme ont beaucoup plus de faux signaux que ceux qui tradent à long terme. Ça c'est une évidence parce que c'est une structuration de marché et qui fait qu'en fait, plus vous êtes dans le court terme, plus vous avez du bruit aussi qui vient perturber tout ça. Donc ouais, ça c'est une très bonne question. J'avais pas forcément pensé à le regarder là d'un point de vue micro par rapport à la correction qui est en cours. Mais d'un point de vue, tu vois, par exemple là, d'un point de vue technique, si je prends purement ces marquages qu'on a ici, on pourrait se dire, ok, on est plus ou moins au niveau de l'anxiété. Par contre, ce qu'il faut mesurer, c'est pas le niveau d'analyse technique ici. On pourrait le comparer, mais c'est un peu un indicateur secondaire, on va dire. Ce qu'il faut vraiment arriver à mesurer, c'est plus ou moins à court terme. Est-ce qu'on n'est pas plus, justement, dans un état psychologique différent? Et là, au vu de la guerre, moi je suis désolé, mais s'il n'y a pas de panique, je sais pas ce que c'est à court terme, hein, par exemple. Ouais. Il y a clairement eu de la panique, ça c'est clair. Mm. Et certains ont capitulé. Après, ce qui est marrant avec les émotions, c'est que chacun a des émotions différentes. Donc, une personne peut capituler alors qu'une autre, elle peut être toujours en Ouais, euphorie. ouais, Et ouais. après, le truc à se dire également, c'est il faut dézoomer. Il faut dézoomer. Ok, on peut avoir de l'euphorie sur du court terme, on peut être dans un microcycle, mais si tu dézoomes, en fait, on est juste peut-être sur le espoir. Ouais. Donc, J'allais y prendre venir ça en justement. compte. Ouais. J'allais y venir justement d'un point de vue. Donc là, ce qui est beaucoup utilisé, parce que là on parle de micro, etc., on parle de petits vraiment très court terme, ok? Si je veux comprendre que c'est vraiment cette notion de poupée russe, et donc là on vient d'utiliser la toute petite poupée russe qui est tout en dessous et qui est les unes dans les autres, ok? Mais si on regarde effectivement la grosse poupée russe, donc qui est à l'échelle effectivement des halvings qu'on a si bien évoqué et expliqué du coup il y a 2 semaines, vous pouvez aller revoir sur ma chaîne YouTube si besoin, ça fera un plus de vues, mais n'hésitez pas en tout cas à participer, poser des questions, etc. Mais ce que je veux expliquer, c'est que si on prend les cycles du halving, donc tous les 4 ans. La question aujourd'hui, c'est Monsieur Kaneki, où aujourd'hui vous situez-vous pour vous et est-ce qu'on est du coup plus au début, à la fin, sur la phase d'euphorie, sur la phase d'optimisme, etc., etc. Dites-nous et partagez-nous votre Allez, point de je vue. sors ma boule de cristal et j'essaie de regarder ça. Mais moi, ouais, comme je disais sur le Discord même, je pense qu'on est entre le disbelief et le hop. Ok, Parce que j'ai l'impression que même dans le disbelief, il y a un rallye haussier, comme on le voit à la fin du graphique, là. Si tu regardes le disbelief, this is a sucker rally, ben là, on a un cycle haussier. Alors, bon, tout à l'heure, tu disais, bien sûr, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Le graphique ne n'est pas représentatif à 100%. ouais, Mais en général, on voit quand même des patterns. Et là, je vois que c'est vraiment un premier vrai rallye qu'on connaît, un petit bull run dans ce bull market, pardon. pour toi, c'est Donc, vraiment du coup transition entre les deux du coup. ben, du coup, ça serait soit ici, soit disbelief, soit en fait, on a déjà eu le disbelief plus tôt. Sur le graphique, on peut le voir potentiellement cet été où on a une belle correction. Ça Ok, pourrait être un disbelief également. Et alors, du coup, on serait plus vers le espoir. Et là, ok, peut-être au top du sport, effectivement. ok, Et après, ça serait aussi cohérent sur le fait qu'à chaque fois qu'on a eu des corrections à ce niveau-là, vers mai jusqu'à environ août, on a eu un marché qui est monté tranquillement, doucement, ça arrange. hmm, On a eu une montée aussi l'été avec le défi sommaire en 2020. À la fin de l'été, correction. Et avant de repartir vers l'optimisme. Et là, ensuite, on part en, en parabole. ouais. Ouais, tu vois, si je devais situer la DeFi Summer au niveau du sentiment, on serait peut-être plus ou moins Ouais, ici, tu vois. exactement. Grosse poussée, on vient donner, on vient rajouter de l'espoir et on recasse. Parce que je me rappelle, ceux qui n'ont pas connu, la DeFi Summer, c'était au cycle de 2020, c'était juste ici, on a fait un petit pump, en fait, on est monté au niveau de BTC. Je vais zoomer un peu parce que c'était un peu petit pour vous. Mais du coup, c'était juste ici. Et en fait, on a pump, on est venu du coup là pour le coup au niveau des 12 000, 13 000, et on a corrigé derrière. Et cette simple correction là, de 12 000 à 10 000, je peux vous assurer que sur Ouais. les altcoins, c'était une boucherie, c'était une dinguerie. Et c'est pour ça que On quand l'a senti vraiment on vous passer. dit que BTC, un simple petit mouvement de BTC couplé entre guillemets, à une bonne ou une mauvaise psychologie d'instant T par rapport aux altcoins, ça peut mais couper des têtes, un truc de malade. Genre ça peut être tellement insane. Ah, moi, il m'a fait tellement mal cette correction.
Ah ouais, Donc moi, mais je elle suis était à- vénère, hein. Ah, je me moi, je rappelle me suis aussi. vraiment commencé à m'intéresser à partir de ce moment-là, un peu avant. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment bien senti la correction. Défi Summer, tu vois, je ne l'ai pas vraiment vécu à fond vu que c'était encore débutant. Je comprenais pas tout ce qui se passait. Mais par contre, la correction, c'est là j'ai compris que ça a fait mal. Mm. Et heureusement qu'Uniswap a airdrop juste après leur token, parce que Ouais. ça a fait plaisir. Et il y avait Uniswap, c'était début septembre, mi-septembre, je sais plus. Et après, on Ouais, a eu One Inch le jour de Noël, genre. ouais, ça c'était vraiment parfait. J'en ai eu deux en plus ce jour-là. Magnifique. C'était magnifique. Et du coup, donc ouais, pour revenir là-dessus, au niveau du cycle, pour moi, effectivement, tu vois, il y a eu les ETF, il y a eu les Larry Fink, il y a eu les TPMP, le machin, etc. On a eu de l'euphorie. On a eu des nouveaux marchés qui s'ouvrent aussi à nous. Je pense à Coinbase, etc. On a eu, pareil, pas mal de premiers développements, etc., de certains acteurs, etc. Pour moi, le sentiment est quand même bien remonté. Et en fait, on pourrait s'identifier à 2019 pour le coup. Et effectivement, si vraiment on était sur 2019, d'un point de vue cyclicité, on serait plus ici. Sur la partie disbelief. Et après, on refirme ce disbelief pour repartir. Et pour moi, justement, ce cycle est biaisé parce qu'il est plus avancé, qu'on a plus d'instituts, etc. Et pour moi, c'est assez évident dans le sens où là, de ce que je vois mal une énorme correction qui vraiment vienne purger à fond de disbelief, etc. Je vous le dis, je vois très mal, j'ai expliqué en large et en travers pourquoi. Mais pour moi, il y a de fortes chances, effectivement, que si on devait reprendre et considérer que on se base purement sur l'analyse technique également, d'un point de vue du prix, de ce qui se passe aussi sur ce graphe, que pour moi, effectivement, le tag qu'on a eu au top, là, il y a du coup au début du mois, ce serait vraiment en fait cette pointe ici, pour le coup. Et pour moi, ce hope, il a déjà commencé à être validé. Et d'avoir, tu vois, par exemple, 1% d'euphorie, 3% de belief, 4% d'optimisme, par exemple 80% de hope, et encore 5% ou 10% de disbelief, pour moi, c'est une pondération. On ne peut pas, effectivement, comme tu disais, avoir 100% de un seul état d'esprit. C'est non. Enfin, c'est juste en fait une moyenne globale qui va composer effectivement un état d'esprit global. Et donc c'est normal qu'on retrouve aussi un petit peu de disbelief, un petit peu de croyances positives, d'optimisme, etc. Et pour moi, c'est assez évident au sens où, pour moi, c'est assez singulier là. On est, pour moi, clairement au niveau du hope. Et si je devrais reprendre purement le graphique, effectivement, on serait ici. C'est qu'un outil, c'est pas encore une fois du purement scientifique et prouvé, etc. On parle pas comme une boule de cristal, mais clairement, c'est un outil qui est très très puissant. Et pour moi, là, c'est assez significatif, je trouve, au niveau du hope. Dans le sens où, pareil, comme je disais par rapport au discours, il y a des personnes qui, ça y est, la guerre, la catastrophe, etc. On reprend un petit peu de disbelief, mais ça reste assez court-termiste. Donc pour moi, c'est le signe qu'on n'est pas non plus ultra long non plus dans le cycle, parce qu'on reteste un petit peu de goutte de disbelief. Mm. Moi, si je pouvais faire l'avocat du diable de disbelief, en fait, le seul endroit où on pourrait se dire, ok, on est sur le disbelief, c'est si la macro, il y a vraiment une dinguerie qui se Ouais, passe. ouais, ouais. Et là, ça mettrait un sacré coup, parce qu'il y a vraiment des gros risques. Peut-être on en parlera plus précisément dans un autre live, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de recherches à faire par rapport à ça. Mais il y a quand même des gros risques qui planent. Maintenant, tant que la liquidité rentre sur les marchés, moi, je suis à 100% sur le fait qu'on est plus proche du hope que du disbelief. Ouais, ouais, aujourd'hui c'est assez significatif, mais c'est vrai que. Mais c'est pareil. En fait, là, aujourd'hui, pour moi, on est là, c'est évident. Mais c'est vrai que c'est pas une carte garantie. Et si la macro, elle décide de purger tout le marché parce qu'elle décide de faire éclater une bulle et qu'elle revient vraiment reprendre de l'équilibre par rapport à ces excès haussiers qu'on a eu de la pression monétaire, euh, cyclicité, halving, Watsichichi, ce que vous voulez, toutes les cycles que vous connaissez, etc. Si la macro, elle décide de percer une bulle qui existe depuis 50 ans maintenant, je peux t'assurer que ça va vraiment faire des dégâts. Donc je l'attends pas là, tout de suite. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on évoquait notamment il y a 2 semaines la notion des cycles noirs qui sont vraiment à pas négliger. Ouais. Ouais, magnifique. Je pense qu'on a fait un bon tour sur Ouais. ce petit graphe. Du coup, alors, identifier entre guillemets les zones clés de recharge, etc. Bon, bah là, vous l'avez vu, pour le coup, on l'a évoqué, cette zone des 60 000, elle est quand même ultra capitale, quoi. Donc, déjà, si potentiellement vous n'êtes pas du tout, c'est pas un conseil d'investissement évidemment, mais si vous n'êtes pas du tout rentré sur le marché, en fait, si vous n'avez pas de gros niveaux, aujourd'hui vous êtes perdu, vous êtes dans le doute, etc., le plus simple, ça va être d'accepter, parce qu'il y a plusieurs possibilités d'alternatives, on en a déjà parlé, mais effectivement, ça va être d'accepter de voir plus large. Et plus vous êtes entre guillemets débutant, moins vous avez de confiance en vous, plus vous êtes dans le doute, plus vous sentez que émotionnellement aussi, par rapport au marché, point de vue psychologique, vous êtes perturbé, plus il faudra accepter de se dire ok, je vois plus large. Et encore une fois, on le dit, on le répète, les meilleures stratégies pour rentrer sur un marché, le plus safe et une stratégie qui est quand même mine de rien dans le temps quand même assez efficace, c'est le DCA, c'est le fait d'étaler dans le temps. Donc
À mon sens, le premier truc à faire, c'est que si vous n'êtes pas absolument sûr de vous, c'est de décomposer votre achat et de ne pas attendre que Jean-Michel YouTube vous dise que hey, regarde, il y a un méga signal de confirmation, tu dois racheter maintenant. Parce qu'en plus, souvent, quand il se passe ça, tu as un gros W, oui, tu as un signal, tu rachètes le top et le marché recoche derrière et tu en panique encore. Donc, attention à ça. Si vous n'êtes pas un gros niveau, que vous n'avez pas des compétences de trading, d'analyse technique ou quoi pousser, pour moi, c'est évident que vous ne devez pas attendre des confirmations de relance. Vous devez décomposer sur des mouvements clés et décomposer sur des supports. Donc les supports, c'est quoi? C'est les gros niveaux de soutien du marché. Il faut le voir vraiment comme un sol et les résistances, c'est comme un plafond. C'est les bases d'analyse technique pour le coup, mais c'est vraiment ça. Et du coup, nos supports, ils vont être quoi? Ils vont être ici. Ils vont être, là, on a un petit du coup sur cette zone ici. On va surtout en avoir un qui est quand même particulièrement important ici. Et pareil, on va en avoir aussi un gros au niveau des 48 000 par exemple. Donc là, c'est des zones clés où vous pouvez vous dire, ok, par exemple, je vous dis un exemple, hein, mais ici, je rachète 10%. Ici, je rachète 10%. Ici, je rachète 10%. Imaginons que vous avez 40% de stablecoin, hop, voilà, ça vous fait vos 40% de stablecoin que vous pourrez injecter sur le marché. Et ça, c'est la stratégie la plus simple à mettre en place et c'est vraiment pas compliqué. Encore une fois, les stratégies qui fonctionnent le mieux, c'est les stratégies les plus simples. Il faut juste arriver à mettre dans le bon contexte. Le bon contexte, là, c'est quoi? C'est que si on s'arrête à 60 000 et que vous avez gardé 30% de vos liquidités hors marché, il faut savoir les rentrer aussi correctement. C'est pour ça que vous voyez, c'est vraiment une question de bien déséquilibrer et de bien rentrer correctement. Parce que des fois, ne pas être dans le marché, c'est aussi un risque. Et ça, c'est un risque qui est tellement sous-coté, c'est la folie. Je vois beaucoup de personnes qui sont soit sorties du marché, soit qui sont jamais rentrées. Et ne pas être dans le marché, c'est quoi le risque? C'est que je me dis, c'est pas très grave, je vais attendre une grosse correction, etc. Sauf que si votre grosse correction, ça fait comme ce qui se passe depuis un an, que tout le monde l'attend et que tout le monde à chaque fois attend une zone plus basse, en fait vous rentrez jamais. Vous rentrez jamais, vous rentrez jamais, vous rentrez jamais, et vous allez vous retrouver à racheter le top quand vous en aurez marre d'être frustré parce que tout le monde fait des fois 10, des fois 20, des fois 50 dans tous les sens. Et vous aurez trop frustré pour ne plus arriver à rester en dehors du marché. Ouais, alors qu'il faut juste attendre et parfois tu as une grosse correction sur BTC, enfin une petite correction sur BTC qui crée une grosse correction sur les altcoins. Tu auras des altcoins qui sont à moins 40, moins 50%. Et donc du coup, ça nous crée vraiment des points d'entrée parfaits pour commencer à injecter une petite partie en DCA sur des projets qui sont intéressants et que vous surveillez depuis longtemps. Complètement. Complètement. Et donc, si on reprend cette notion de, pareil, Bitcoin a de l'influence sur les altcoins, vous devez toujours, et c'est pour ça qu'à chaque fois, on parle beaucoup de BTC, etc., parce que vous devez toujours à chaque fois avoir un œil sur BTC. Et après, sur vos altcoins au cas par cas, c'est toujours pareil. Là, exemple de gros support qu'on a ici. On a un gros support qui est ici. Par rapport à cette zone de support qui est ici, là, on va avoir le retest d'ETF. Donc, je sais que c'est un gros support ici. Pourquoi? Parce que j'ai des recettes de marché qui sont... ça fait comme un sol, vous voyez? Et bien, c'est exactement pareil sur les altcoins. Si je prends au pif, hein, vraiment au pif, mais un Chainlink, je sais que... Vous voyez, j'ai un petit week-off là. Il était propre, ça, regarde celui-là. Hein. Il était vraiment propre. Hein. Ouais, j'avoue. Il était vraiment propre pour le coup. Et donc là, vous voyez le spring ici, on vient chasser la liquidité et après on repart et on vient déglinguer. Donc là, le gros support, il est où? Notre gros support, il est ici. C'est pas dit qu'on y revienne, mais ce que je veux dire, c'est que si on y revient là-dessus, oui, je peux vous assurer que d'un point de vue risk-reward, ça sera une opportunité juste cosmique. Ça veut pas forcément dire qu'on y va, d'accord? Mais si on y revient, ça peut être juste insane. Pareil, après des bases que vous pouvez vous amuser à faire, et vous pouvez vraiment combiner en fait les différents outils. Il faut le voir un peu comme des stats, et chaque outil va vous donner un petit peu des stats. Donc les supports, c'est des zones qui sont quand même très importantes. Et là, vous voyez, pareil, une des zones qui est le plus utilisée, c'est soit sur le Fibo, donc là c'est les bases de vraiment de l'analyse technique, etc. Mais le Fibo, c'est un truc qui est quand même assez utilisé, c'est une suite arithmétique, etc. Enfin, c'est une suite mathématique de base. Et donc, ce qu'on utilise beaucoup, c'est une zone de rechargement. Donc là, elle est comprise entre, je vais vous faire un petit rectangle pour vous comprendre un petit peu plus, les 161,8 et hop, les 78,6. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grosse zone de recharge. C'est ce qui est le plus utilisé sur le Fibo, c'est vraiment la zone par excellence, d'autant plus dans les cryptos, parce qu'en fonction des marchés, ça peut varier, mais dans les cryptos, c'est pour le coup très très utilisé. Et s'il y a un seul niveau que je dois signer parmi tous, c'est justement le 61,8, c'est celui-ci là, pour le coup. Et donc là, vous voyez ce qui se passe? Regardez, hein. J'ai juste tracé, hein. C'est le marché, littéralement, qui a fait un gros rebond. Ça veut pas dire qu'on va forcément... Ça y est, c'est que que la correction est finie et qu'on va repartir sur Link, ok? On peut justement aller chercher ce début de ce bas, juste à peine le haut du support. Là, aller potentiellement chercher la trend aussi ici et me rappuyer comme ça rapidement. Ça, c'est possible, ok? Par contre, ce qu'on voit, et je vois que c'est certain, c'est que cette zone de réaction, d'un point de vue psychologique, a tendance à être très fortement anticipée par le marché. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on l'a anticipé juste avant, pour le coup. Donc pareil, quand vous mettez des ordres limites d'achat où vous voulez acheter des crypto-monnaies, etc.,
mettez-les à chaque fois un petit peu au-dessus de vos zones clés de support ou de zones psychologiques. Par exemple, si je veux racheter au niveau de 60 000, j'achète pas à 60 000 pile. J'achète pas à 59 999. J'achète un petit peu au-dessus. Par exemple, 60 500 dollars. Parce que psychologiquement, c'est une zone qui est importante et le marché a tendance à le défendre. Là, il est venu, vous voyez, là, il est venu légèrement en dessous. Et je peux vous assurer que là, le truc, parce que c'est tout simple hein, ce que je vous explique, hein, mais si déjà vous arrivez correctement à l'optimiser, à le mettre en place et dans le bon contexte à chaque fois, déjà ça c'est ultra puissant pour entrer sur un marché. Et ça, si déjà vous faites ça, vous acceptez de ne pas avoir un truc parfait, etc. et de ne pas être trop gourmand, je peux vous assurer que si vous le gérez correctement, au revoir le doute et la panique. Hein. Et il faut se couper aussi du bruit, etc. Ça, il faut faire gaffe par rapport aux guerres, au marché, etc. C'est terrible certes, mais il faut quand même se couper du bruit. Et vous voyez, pareil, là les points qu'on a fait ici, là, on était à combien environ? On était à 60 800 dollars. Là, on était à 60 600 dollars. Et derrière, là, on a purgé pour le coup. Là, on est revenu creuser un peu plus. Mais vous voyez, à chaque fois, le marché a anticipé un petit peu cette zone de 60 000 et on a rebondi un petit peu avant. Pareil, le premier juste ici, là, qui était ici, là, je suis à 60 377. Évidemment, regardez toujours vos graphiques et vos prix en dollars, pas en euros. D'ailleurs, si tu traces le FIBO du, sur BTC, sur le court terme, sur le Celui-ci, mouvement court terme, voilà, sur celui-là, à partir de 38 000, je crois que c'est, ouais, 38 000. Là, tu vois que lui, il casse pas une seule 38,2. fois les 0,38. Ouais, Et les 0,38, ça, c'est un gros support pour oui, conserver une tendance haussière. ouais. Moi, Donc, j'avais tant qu'il n'a pas mes. cassé ça, Ouais, en général, on n'ira pas chercher les 0,61. c'est ça. Moi, j'avais mes grosses zones importantes qui sont les zones en orange là. On a 61,8. Donc, cette zone de recharge donc, entre les deux. Et on a le 38,2. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Et si en fait, on vient pas casser cette zone, et c'est pour ça que je vous disais là que 60 000, si on vient clôturer en dessous, on casse le premier arrêt. Et il y a de fortes chances qu'on soit vraiment attiré. En fait, il faut voir comme un aimant. Et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de s'arrêter exactement sur cette zone des 52 000, 53 000. C'est pas obligatoire. Mais il faut le voir un peu comme un aimant qui va tracter fortement le prix. Parce que les gens le voient. Mais bien souvent aussi, ce qui se passe, c'est justement vu que les gens le voient, les gens l'attendent. Et le marché aime bien ne pas y aller. Donc c'est un double jeu un petit peu qu'il faut arriver à corréler, à mettre un peu de profondeur là-dessus. Mais effectivement, là, les 38,2, si on les tient, le marché considère que, ok, c'est une grosse zone, pour le coup, très importante, et que si on le retient, c'est hyper bullish. Là, je vous assure, hein, si on tient les 60 000, c'est ultra méga bullish de l'espace. Genre vraiment. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis en plus, on reste dans le range qui est Ah oui. 60 000 ATH. Ouais. Donc là, on peut venir ben, faire ce que tu as montré là, avec tes petits gris juste après. Et on reparlait de la week-off, je vous l'avais mis juste avant sur Link là. Je sais pas si je peux la rechoper. Ah, je l'ai là. Est-ce que j'arrive à la copier-coller ou pas? Magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans un range? Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de faire sortir un maximum de personnes pour ensuite repartir? On va chercher dessous et on revient. On va chercher dessous et on revient. Ouais. Là, franchement, ça commence à faire sens aussi par rapport à Week Off. Ah bah oui, oui. Non mais la week-off, alors autant, comme vous voulez, là c'est un outil comme un autre, la week-off, d'accord? Mais c'est un outil qui, historiquement dans la finance, qui a toujours été ultra puissant, mais qui est trop connu un peu dans la finance tradie, qui a tendance à être moins utilisé. Mais comme le marché crypto est quand même ultra jeune, qu'il y a beaucoup entre guillemets, de personnes un petit peu random, qui sont un peu aléatoires, etc., qui vont pas forcément utiliser tous les cycles, notions de cyclicité, de comment fonctionne l'équité, etc., et tous les tenants et les aboutissants de la profondeur du marché crypto, eh bien, ça marche extrêmement bien. Et c'est tellement récurrent, et ça sera ultra récurrent, tant qu'on aura un niveau assez faible qui n'utilise et qui ne considère pas assez les week-off. Donc, tant que moi je vois que ça marche, et que ça marche régulièrement sur le marché, il y a de fortes chances que ça continue de marcher. Et le jour où tout le monde dira « Ah, il y a une week-off, il y a une week-off, il y a une week-off, il y a une week-off », ça ne marchera plus. Et en tout cas, ça ne marchera beaucoup moins bien parce que le marché va savoir que effectivement, c'est un moyen de piéger moins de liquidité parce que les gens s'y attendent, etc., etc. Mais ça, c'est un truc qui est ultra puissant, qui historiquement dans l'histoire de la finance a toujours été ultra puissant, mais ça a perdu un peu de sa force parce que justement, c'est devenu trop mainstream. Sauf que dans la marché crypto, eh ben, les gens sont un peu plus sous-éduqués par rapport à ça. Un peu moins éduqués, pardon. Le full des gènes, c'est des full des gènes. Ouais, c'est ça. C'est juste Fibo et puis on achète dès qu'on le voit. En faux. Ouais. Donc, c'est pareil. Si on vient faire cette cassure dessous,
attention à l'accélération qu'on peut avoir dans l'instant T, mais si vous voyez qu'on réintègre, alors soit vous faites les bourrins et vous dites bah moi je rachète mon support et j'en ai rien à faire, dès que ça casse je rachète mon support ici parce que j'ai un petit support, ou alors dès que ça casse je m'en fiche, je rachète à l'aveugle et j'ai mis j'en ai rien, tous les 1000 $, j'ai appris un ordre de limite par rapport à mes altcoins, etc. Vous faites comme vous voulez, mais par rapport à ça, c'est qu'on pouvait très bien soit attendre, du coup, dès qu'on tape des zones basses qui sont par rapport à vos autres limites, ou attendre la zone de réintégration. Ça, c'est possible aussi. Donc, dans les deux cas, il y en a où il y a plus de confirmation, plus de sécurité, mais vous cherchez des points un peu moins bas, mais c'est moins risqué, parce que c'est pareil, hein, attraper un couteau qui tombe, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et pour attraper un couteau qui tombe, le meilleur à faire, c'est viser les catalyseurs. Là, on a eu les drones qui sont arrivés en Syrie, etc. Moi, je l'ai dit, hein, je l'ai dit en interne, et je l'ai souligné. À ce moment-là, il y a de fortes chances que potentiellement ça ne s'aggrave pas, le plus gros de la volatilité soit déjà passé. Et pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. Là, ce qui est en train de nous appuyer sur la tête, et c'est pour ça qu'on parlait aussi de notion de un petit peu de cyclicité qui se corrèlent les actifs les uns par rapport aux autres, que BTC influe pour le coup par rapport également aux altcoins, et bien c'est pareil. On parlait du SP500. Notre SP500, il va influer sur Bitcoin. Donc tant qu'il voit qu'il corrige et qu'il ne fait pas de signaux de retournement et qu'on se dit qu'il peut continuer de corriger, eh bien il y a de fortes chances que ça continue de pousser également sur BTC. Donc là, pour moi, le truc par excellence à regarder, c'est pas Bitcoin. C'est le SP500. Et c'est pour ça qu'on en parlait dès le début. Et là, jusqu'à présent, on n'a aucun signe de retournement pour l'instant. Non, là, on cherche un petit support. On cherche un petit support sur lequel rebondir et pour l'instant, il n'y en a pas. Après, il y a aussi la peur du marché par rapport à l'inflation. Ça a créé de l'incertitude. Le marché déteste l'incertitude. Mais ouais. Et vu qu'on a une inflation qui est trop élevée, ben, ça bloque la Fed dans sa baisse des taux. Ouais. Mais là, de ce que je vois, c'est que le marché commence à s'habituer à ça. Il commence à pricer justement le fait qu'on n'aura pas de baisse des taux, au moins avant potentiellement septembre. Donc, une fois que le marché sera équilibré par rapport à ça, eh bien, il aura une plus grosse visibilité. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller pousser plus haut aussi sur tous les autres actifs. Ouais, et plus de résilience aussi, ouais, carrément. Donc, à voir par rapport à ça. Parce que là, en fait, on a eu un enchaînement de plein de petites nouvelles. C'est souvent comme ça en plus, hein. Comme par hasard, il y a vraiment Ouais, une ouais. coïncidence Ouais, c'est folle souvent comme ça, entre ouais. l'inflation qui augmente, des drones qui vont s'abattre sur Israël. C'est incroyable. Mais en On a tout une cas, corrélation à chaque fois des éléments haussiers qui se déclenchent les uns à la suite des autres. Il y a une conséquence des éléments baissiers qui se déclenchent toujours. C'est magique. Les marchés financiers sont très très forts pour jouer au destin et jouer au hasard. C'est très très puissant. et si tu regardes, c'était la nouvelle lune. Moi, je suis sûr que c'est la Lune. Je suis sûr que c'est la Lune. Il n'y Voilà. a que la lune il y a que la lune qui compte. Est-ce que Mercure rétrograde? Alors là, je pense que c'est plus Vénus qui retrograde. Et notre dominance BTC, elle dit quoi? Parce Dominance, qu'on ça a a bien cassé. méché. D'ailleurs, on est sous un beau sous une résistance là, du coup, pour le coup. Pour ceux qui avaient suivi. Il me décale un petit peu, hop. Mais là, on a ces points de contact qui sont ici, ici. Là, petit point de contact, petit point de contact. Et donc là, on est venu ticker et on est en train un peu d'être rejeté. Donc pour moi, est-ce qu'on va potentiellement essayer de la rattaquer pour essayer de repousser? Pour moi, on peut continuer vraiment de mettre les altcoins à mal pendant longtemps, hein. Je vous le dis, ça peut durer encore pas mal de semaines. Faudra voir si effectivement on a ETF qui a approuvé soit fin mai, mais d'ici fin mai on a un petit peu de temps, soit alors si on conserve que ceux de BlackRock principalement, c'est mi-août plus ou moins. Donc ça fait long. Ça fait long. Et ça peut prendre vraiment cher sur les altcoins jusqu'à l'ouverture de l'ETF. Et l'ETF Ethereum peut historiquement Ethereum, dès qu'il prend de la force, effectivement, avoir tracté beaucoup les altcoins. Mais il se peut que historiquement, on ait moins de traction sur les altcoins direct avec Ethereum. Au vu de la traction qu'on a eue sur BTC par rapport aux altcoins, le marché va suivre et il va renclencher la deuxième. Parce que le marché a pris un petit peu. C'est un petit peu comme si on avait un peu pris l'apéritif. On lui a donné goût un petit peu aux altcoins et le marché s'en est rendu compte. Donc historiquement, le marché a une mémoire et moi je vous le dis, dès que le Ethereum va partir et que ça va vraiment prendre au niveau du prix des terres, automatiquement ça va repartir sur les altcoins parce que d'un point de vue cyclicité, on a déjà commencé à redonner un petit peu une appétence au marché de BTC par rapport aux altcoins. Donc je vous le dis, c'est sûr et certain. Faut l'anticiper, effectivement. Et c'est pour ça que d'un point de vue des altcoins, j'avais dit X fois, libre à vous de gérer votre risque. Mais pour moi, on est sur des points qui sont ultra clés. Donc là, je le dis, je le répète en long, en large, en travers. Pour moi, s'il y a un moment et une zone et une période, et je dis bien une période, c'est-à-dire pas l'instant T, ou genre exact, si on corrige plus bas, on peut aller effectivement aux 52 000, etc.
il y a bien une période pour se positionner correctement sur les altcoins. Si vous ne l'êtes toujours pas, il ne faudra pas réveiller après 6 mois, un an après, etc. en mode ah, mais c'est toujours pareil, j'ai pas pris assez d'altcoins et puis je suis frustré. Anticipez-le parce que votre psychologie, elle va vous travailler, elle va vous combattre, etc. Et le marché est fait pour ça, exactement. Donc faites gaffe par rapport à ça. Le marché, c'est une machine vraiment à frustration. Donc l'anticiper aussi sur les altcoins, quitte à être un petit peu tôt. Limite sur la cyclicité, c'est clairement pas aberrant, mais évitez d'acheter tout et n'importe quoi, des Polkadot, des GLD, etc. Désolé pour ces juste des exemples, mais qui potentiellement sont pas forcément dans les narratives, parce qu'encore une fois, on a fait tout le live, et là je vous invite à aller revoir si vous voulez le live de la semaine dernière, c'est littéralement les narratives, la psychologie qui drive les capitaux. Donc acheter des altcoins parce que c'est mon altcoin préféré du cycle précédent, je trouve pas ça très intelligent. Sauf s'il y a une Jamais vision long terme et que vous d'émotion préférez dans la le confiance, marché. etc. Mais d'un point de vue performance, Ouais, et puis jamais d'émotion quand on achète des altcoins. C'est ouais, vraiment la pire des choses à faire. ouais, Et après, pour acheter les altcoins, là, on commence à avoir des points vraiment intéressants. On a quand même retracé pratiquement 6 mois de hausse sur la majorité des altcoins. Donc, c'est pas non plus, il faut dormir pendant encore 3 semaines. Commencer à DCA, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être ouais, aussi la meilleure des solutions. ouais. Parce que même quand tu regardes un IMX, par exemple, ben, il a un beau retracement. Ouais, il y a pas mal Donc, d'altes qui ont bien retracé, hein. on a à moins 50% quand même depuis la TH. Là, on fait pas forcément trop d'horizon des altcoins. Je vous avoue, bah, nous, forcément, on en fait quand même beaucoup en interne, forcément, parce que, bah, est-ce que je le dis pas. Moi, actuellement, je vous le dis, j'ai plus de BTC. Prenez-les comme vous voulez. Mais j'avais beaucoup de BTC ouais, pendant les périodes de 15 à même avant. J'ai commencé à recharger avant. Mais bref, du point bas jusqu'à octobre 2021, j'avais vraiment beaucoup de BTC. Et j'ai commencé à décharger sévère dans les altcoins comme un gros bourrin. En octobre, quand ça commençait vraiment à péter. Je me rappelle parce que j'avais acheté notamment les Tao, etc. à 60 $ juste avant que ça commence à pousser à s'envoler. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à brûler sur les altcoins. Donc ouais, clairement, ne pas traîner. Parce que, encore une fois, ne pas être exposé à la variation de la volatilité, c'est aussi un risque. Parce que ce que j'expliquais précédemment avec Bitcoin, c'est exactement pareil, exactement le même principe, pour le coup, avec BTC. Avec les altcoins, pardon. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas exposé aux altcoins ou pas assez, c'est aussi un risque. Ah ben, tu vois, 61,8, bam. Et ouais, bien Donc sûr. là, exemple de support important pour ceux qui se demandent quand racheter, etc. C'est si vous y croyez. Si vous y croyez pas du tout, bah soit vous avez des compétences de trading et vous n'avez pas besoin d'y croire pour acheter, mais c'est plus des mouvements de trading qu'autre chose. Soit vous croyez en l'actif, donc IMX, vous l'avez creusé. Pareil, dans la formation gratuite, je n'ai pas fait les rappels là. Mais formation gratuite en bio, vous avez tout ce qu'il faut, suivi de marché Telegram. Mais pareil, formation gratuite, c'est vraiment. Vous avez quand même pas mal de choses. L'exemple que je donne dans la partie fondamentale, sur la partie économique, c'est IMX notamment. Mais là, on a un support qui est ici. On a un petit support du coup au niveau des 61. Et vous voyez, pareil, la zone de. On est plein dans la zone de recherche, on est en plein milieu là pour le coup. Vous voyez le support qu'on a ici. Et après, on a un autre support qui va être aussi ici. Donc là, c'est un peu brouillon, hein, parce que je faudrait vraiment que je prenne le temps de rentrer dans les différentes échelles de temps pour vraiment voir ce qui se fait, etc. Et en fonction des échelles de temps, ça peut être biaisé. Mais vous voyez, on est encore sur la zone basse, pour le coup, de la zone de recharge. Mais là, vous avez des supports importants. Hein. Ceux Ouais, qui et en demandent plus, là, de. maintenant, si tu reprends un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec les cycles des marchés, tu peux très bien voir un cycle qui s'est produit. Si tu pars d'en bas, tu as eu la grosse hausse, on a eu la petite euphorie, et puis là, on commence à descendre. Ouais, Et ce qu'on va aller chercher, ça va être une petite capitulation ouais, et un travail. Alors, ça va prendre plus ou moins de temps à se faire, ça peut être très rapide, vu qu'on est dans un cycle haussier. Mais c'est ce qu'on va rechercher pour essayer de trouver les meilleurs points d'entrée, en termes investisseurs, pas en termes traders. ouais, ouais. Ça pareil, c'est un truc ultra important en termes de process. Hein. Attention à bien dissocier la partie trading, la partie investissement. Ça n'exclut pas que vous pouvez avoir une partie trading et tester une partie de portefeuille en trading. Mais si vous n'avez pas un énorme niveau sur le marché, je vous conseille très fortement de rester majoritairement sur des process d'investissement. Donc là, pareil, pour redéfinir un petit peu les supports clés pour ceux qui veulent le plus simple, parce qu'après, effectivement, on en a parlé. Vous pouvez, au niveau. En fait, vous avez deux grosses possibilités. Au niveau des rachats de position, c'est soit j'identifie les zones clés, les supports clés, etc., qui sont pertinents en termes de soutien du prix, et je me place et j'anticipe et je mets par exemple des ordres limites juste au-dessus de ces zones-là, comme par exemple, je ne me place pas à 60 000 piles, je me place par exemple à 60 500 ou 61 000, par exemple. Donc vous placez juste au-dessus. Et donc là, c'est soit
j'identifie effectivement ces zones clés de support, donc de défense du prix, et je mets juste au-dessus, soit alors j'attends effectivement des confirmations de relance, mais là, il faut des grosses compétences. C'est pour ça que là, le but, à mon sens, c'est plus pertinent de vous guider sur effectivement comment je planifie en détail effectivement mes zones de support, mais effectivement, pour ceux qui ont les compétences ou qui savent faire ou qui veulent creuser plus, apprendre à trouver des zones de confirmation, comme je vous l'intégrer du coup tout à l'heure, en mode on réintègre la zone ici après une chasse à liquidité en mode week off pour réintégrer après le range qui est ici, entre ces deux bornes, et bien ça c'est un gros signal pour le coup acheteur. Donc c'est deux possibilités. Moi, si vous avez moins de compétences, je vous invite à focus déjà les supports. Donc au niveau des supports, on les a dit, il y en a un qui est très fort là, ici pour le coup, 60 000. Vous en avez un petit aussi ici, ou après vous en avez du coup, bam bam bam, un qui va être ici. Et 108, on est en plein dessus. Donc pareil, là, si je vous fais l'exemple, je suis à 50... Bon, je le mettais à la limite vers les 53 100 dollars, peu importe. Mais je le mettrai juste au-dessus. Moi, je mettrai un peu de marge quand même. À la limite, 53 500 dollars. Vous n'êtes pas à 500 dollars près, on s'en fiche. C'est un exemple sur le BTC. Mais ce même exemple est reportable aussi sur chacune des altcoins. Et pareil, après, donc mon support, comme on l'a indiqué, il va être plus ou moins, allez, 48 000. Hmm. Et donc pareil, si je veux me replacer ici, je le remets un petit peu au-dessus. Bon, bah je le mets par exemple à 49 100 dollars. Voilà. C'est un exemple. Ouais, là, je pense que vous avez toutes les clés pour commencer à rentrer sur des altcoins ou même rentrer sur BTC par vous-même. Pour moi, faut pas attendre, hein. C'est que même si effectivement, potentiellement, vous voyez que ça va aller plus bas, qu'il y a des catalyseurs, etc., et que vous dites que l'SP500 il n'a pas fini sa course, donc il va continuer d'appuyer sur le BTC. Pour moi, et on l'avait déjà dit, je sais plus quand, pour moi, le plus gros catalyseur de risque qu'on a aujourd'hui, c'est que le SP500 appuie sur BTC. Et que, bah, si pareil, si la macro elle part en cacahuète, c'est le SP500 qui va dévisser aussi, qui va appuyer sur BTC. Mais même le risque de qu'on dégouffe vraiment la bulle d'un point de vue de la macro, qu'il y a un cataclysme, etc. Pour moi, c'est pas le plus smart à anticiper parce que les chances que ça arrive aujourd'hui sont moins importantes que juste un SP500 qui continue de pricer un petit peu cette hausse de taux qui a été décalée par rapport au discours de la Banque centrale et qui continue un petit peu d'appuyer sur le prix. D'accord. Pour moi, là, et c'est ce que j'avais déjà souligné, c'est que l'événement le plus probable et le plus dangereux en termes de risque et ouais, chance que ça arrive directement, c'est que le SP500 appuie sur le BTC. Ouais, C'est le après, truc. le SP500, il va appuyer forcément s'il n'y a plus de liquidité qui rentre dans le marché et même qu'il y a de la liquidité qui sort. Pour l'instant, la Fed a continué à injecter de la liquidité, même en Soum Soum. Donc, tant que la Fed continue à injecter de la liquidité, même si les taux ne baissent pas, en vrai, on peut encore aller chercher des sommets également. Ouais. Donc, ça, c'est aussi des choses à surveiller. Mais là, actuellement, on a eu toute la liquidité qui partait dans les banques pour les protéger des faillites qui est en train de s'épuiser. J'ai entendu qu'il y avait d'autres liquidités qu'on pouvait utiliser, mais j'ai pas encore fini de faire mes recherches par rapport à ça. Donc, il y a quand même encore peut-être quelques mois avant d'avoir un problème de liquidité où là, la Fed sera vraiment obligée de baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie avant que ce soit la merde. Ah, je savais bien que je l'avais là. D'ailleurs, sur le SP500, tu as regardé un petit peu Là, on a les le... liquidités globales mondiales. Ah, mondial là, ça? Ouais, ouais. Ok. Après, est-ce qu'ils prennent l'Asie beaucoup en compte? Je sais pas les proportions, je t'avoue. Ah, Je j'ai sais jamais pas trop regardé exactement. celui-là. Après, je sais pas si c'est hyper pertinent parce qu'au final, le SP500, ça va être plus sur le côté américain. Peut-être si tu prends avec le MSCI World à la rigueur, le TF de toutes les entreprises du monde. Ouais, il est pas, tu vois, là, il est pas hyper représentatif parce qu'effectivement, après, il est quand même significatif, quand même pas mal parce que là, tu vois, la corrélation, elle est quand même ultra forte jusqu'ici. Là, elle est quand même forte. Et là, par contre, c'est biaisé. On a une grosse divergence là. Là, on Ouais, mais descend sur les. Hein. si tu vois juste avant, au final, la grosse hausse, c'est vraiment que les États-Unis qui impriment pratiquement. États-Unis, Europe, hein. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'a imprimé les États-Unis et l'Europe. Parce que il me semble que pendant le Covid, la Chine n'a pas imprimé. Ouais, je sais pas. Alors, ce que je te disais, c'est que je sais pas s'ils prennent en compte l'Asie. Effectivement, faudrait vérifier. Ah, si c'est global, ça doit être ça, hein.
Parce que là, c'est pareil, hein. Là, on est en train de dégonfler, Ouais. tu vois. Mais là, ça a monté. Après, si tu regardes historiquement, on a continué à dégonfler et on allait chercher ces corrections derrière. Donc en fait, tu vois, est-ce que c'est pas, quand on a la divergence aussi, un signal, et ça, c'est une pilule qui peut être très puissante là, vraiment à Ouais. pas négliger, parce que historiquement, vous avez vu, on continue de monter, par contre, on a une divergence au niveau des liquidités, qu'est-ce qui se passe derrière? On revient corriger pour purger et chercher un équilibre. Et en plus, le top, vous voyez, hop, est quasiment aussi à quelque chose près. On est légèrement décalé. Mais ça, Mais on l'a ouais, eu que sur les deux derniers retracements au final, pas sur le gros gros pic de 2022. tu m'as perdu là. Tu parles de quel? En 2022, regarde là, les liquidités mondiales, elles ont stagné. En 2022, au pic, Ah oui, ici, voilà. Donc là, tu vois, ça a stagné, ouais, ça a commencé à baisser ensuite. ouais, On avait déjà entamé la correction. ouais, ouais. Ouais, Donc du coup, ça a marché pour les deux derniers, ce que tu dis, ouais après, on et a quand pas même, sur... à partir du moment où on a un ralentissement, Ouais, ouais, il faut se poser des questions peut-être aussi. ouais, 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 ouais. Et puis, fin, je veux dire, c'est évident, dans le sens où t'as moins de liquidité qui afflue, ça ralentit, enfin, c'est évident. C'est comme si tu me Totalement. dis, j'ai plus d'oseille, et que tu fais remonter ton prix de ta baguette, c'est compliqué. Ah, c'est ça, c'est clair. Là, tous les marchés, je pense qu'ils sont... Le premier facteur en fait de hausse et de baisse des marchés, c'est la liquidité qui Ah bah rentre. oui, c'est sûr, mais c'est certain, Donc, à partir de là... c'est certain. Mais c'est quand même marrant que ça commence à baisser un peu en termes de liquidité, mais ça ne suit pas sur le prix de Moi, ça BTC. m'étonne pas trop, tu vois. Parce qu'en fait, t'es dans l'excès. Un mouvement de prix est toujours irrationnel. Ouais, ouais. Donc en fait, tu gardes, et c'est le sentiment, hein, c'est pour ça que c'est le sentiment, pour moi c'est Psycho Giffert, j'essaie de répéter, il est juste en haut à ma gauche. C'est le sentiment qui continue de tracter en fait. Les gens sont dans l'euphorie, sont dans le mood, ils font la fête, tu vois. Donc tant qu'ils se Ouais. rendent compte qu'ils ont plus d'alcool, ils continuent de faire la fête, même s'ils sont à sec, ils sont bourrés à moitié, tu vois. Donc ils continuent de danser, ils continuent de chanter, etc. Et il y a que quand ils se disent putain merde, on est à sec, on commence à fatiguer, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils regardent les bouteilles, ils se disent ah putain c'est vrai, y a plus d'alcool, tu vois. Ouais, et puis après, on va dormir. Et après, on va dormir. Et le marché, qu'est-ce qui se passe? Ben, pareil. Dans un second temps, c'est plus quand il n'y a plus d'alcool qu'il arrête la fête, c'est quand les gens se rendent compte qu'il n'y a plus d'alcool et qu'ils commencent à redescendre en intensité. Ouais, c'est une belle métaphore en tout cas. Donc, ouais, ultra, ultra puissant, ça pour le coup, hein. Ça, vraiment, j'invite vraiment à pas l'oublier parce que c'est vraiment ultra puissant. Et nous, on l'utilise en interne et on le rappellera pas forcément toujours H24 en public parce qu'on est plus assidu en interne, etc. pour apporter un maximum de résultats. Mais ouais, ouais, à pas négliger. Et on finit du coup. Ah oui, alors, un truc que j'ai revu souvent, etc., et que je voulais souligner et qu'on aborde aussi, on va finir là-dessus, à part si Kaneki, t'as d'autres choses à rajouter ou pas? Non, non, c'est bon, moi j'ai dit ce Ok. que j'allais dire sur la macro. Je Ouais, vois beaucoup, 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 je t'ai coupé, excuse-moi. Mais t'inquiète, c'est bon, j'avais fini. Euh, je te coupe des fois, pour ceux qui sont revoient la rediff ou quoi, j'ai tendance à couper un petit peu Kaneki, mais parce que, enfin, s'il a des choses à dire, je le ressens aussi un petit peu derrière. Donc des fois, j'oublie de mettre la mise en forme pour dire merci, etc., pour ta phrase, etc., et me laisser bien de l'espace, parce qu'on arrive, on se connaît aussi tous les deux, et qu'on S'en arrive fout, on à... discute, hein. Le but c'est de discuter, pas qu'on se Ouais, c'est remercie ça. à chaque fois qu'on dit une Ouais, phrase, sinon c'est... ouais, on n'est pas dans la dentelle, quoi. Mais bref, du coup, oui, donc là, un truc que je vois beaucoup, et d'un point de vue psychologique, c'est ce qui va vous mettre aussi en PLS, là, dans ces mouvements, et qui va vous mettre en PLS, parce que vous n'aurez plus assez de liquidité pour recharger, et d'un point de vue psychologique, ça va être moins évident aussi à gérer. Donc avoir une bonne stratégie, et avoir bien géré vos capitaux, c'est aussi une clé pour avoir une bonne psychologie, parce que si vous avez plus de liquidité, que vous êtes en galère, forcément, votre psychologique va avoir plus de mal. Donc, un truc que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes où dès que ça corrige, ils sont à sec. Pourquoi vous êtes à sec? Les altcoins, elles ont fait que monter depuis je sais pas combien de mois. Depuis octobre, ça n'a pas arrêté. Comment ça, vous êtes à sec? C'est pas normal. C'est-à-dire qu'à terme de liquidité, pour moi, et on l'a vu sur les altcoins, quand ça fait que monter et qu'on arrive sur des niveaux de sentiment qui commencent vraiment à upgrade, qu'il y a des vrais narratifs qui se valident, l'IA, moi j'ai pas arrêté de prendre des profits sur l'IA. À partir du moment où ça va être vraiment en mode to the moon, to the moon, to the moon, to the moon. Alors, peut-être que oui, si j'avais tout vendu au top de marché et que j'avais entendu TPMP et Larry Fink annoncer le top, peut-être que j'aurais pu tout vendre au top de l'IA. Peut-être, oui, mais c'était plus, encore une fois, simple à dire que faire, c'est toujours pareil. Mais effectivement, bah, moi, j'ai commencé naturellement à prendre des profits. Des fois, je les ai réinjectés, notamment à la sortie de l'ETF. Et j'avais réinjecté comme un bourrin, j'avais plus de stablecoin tellement j'avais bourriné à la réintégration des 42 000 dollars. Mais derrière, ça a été ultra utile. Moi, j'ai pas attendu dès que j'ai fait des gros gains. D'ailleurs, IMX, il est sur sa zone d'excès aussi sur son RSI, hein. C'est pas dégueu, hein.
Mais bref, mais du coup, par exemple, quand vous venez d'acheter, je vous dis un exemple, du IMX, moi IMX c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais des IMX à 1$, vous avez fait un x3 sur un token aussi gros, parce que mine de rien, c'est quand même un gros market cap, hein, pour le coup IMX, vous avez fait x 3,5, bon bah il est peut-être temps de commencer à prendre des profits. Et un truc tout simple, hein, vous faites un x3, on va faire des multiples là, faites x3, faites x5, faites x10, faites x20, etc. etc. Faites x30 et là tous les multiples de 10, eh bien vous prenez des profits un peu sur vos altcoins. Et je dis bien les altcoins parce que BTC Ethereum, je ne me fais pas de soucis dans le temps si vous avez un profil long terme, etc. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre votre profil. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un profil moyen long terme, cette correction aujourd'hui ne vous concerne pas. Surtout long terme. Cette correction, si vous faites du long terme, père de famille, etc., cette correction ne vous concerne pas. Et c'est important de mettre de la profondeur là-dessus parce que souvent, les gens s'égarent en fait dans les différents profils et ne respectent pas leur propre stratégie ou leur propre profil. Donc attention aussi si vous faites du court, du moyen ou du long terme, ça c'est important. Mais si aujourd'hui vous êtes agressif et que vous n'avez pas pris du tout de profit sur les altcoins, bah c'est parce que vous avez déconné à un moment sur le chemin, quoi. Genre vraiment, il y a eu des gros multiples. Si vous n'êtes pas trop mauvais, vous n'êtes pas non plus rentré trop sur les altcoins parce que vous l'avez normalement aussi anticipé un minimum. Donc normalement, vous avez un minimum fait des x3, des x5, etc. sur le marché, au moins. Et donc si c'est le cas, vous aviez de quoi faire des profits. Et pour moi, si vous avez des altcoins qui sont quand même grosses, vous commencez à faire des x3 et que vous prenez 0 TP, 0 prise de profit, c'est un problème. Parce que tout à l'heure, vous allez faire torcher, vous allez dire ah, je comprends pas, j'ai pas de liquidité. Donc c'est toujours pareil. Je caricature un petit peu dans ma mise en forme de comment je le fais. C'est pas à prendre de manière péjorative ou de reproche quoi que ce soit. C'est juste que vous compreniez en profondeur que si vous faites des perfs sur altcoins et que vous avez pris 0 profit le jour où ça corrige, c'est qu'il y a un problème. Là, ça va être avec vous, encore une fois, de faire des stratégies simples, simplicité, dans des bons contextes. Donc, en fonction du contexte, de si tout le monde est hyper bearish de fou, tout le monde est ultra pessimiste, etc., je suis pas obligé de prendre beaucoup de profit. Par contre, si les gens commencent à se réchauffer, que effectivement les gens disent oui mais bull run, ça y est on a la TH donc on va faire que to the moon, que monter, etc. C'est des indications, on en a parlé, on a plein de profondeur, etc. là-dessus. Aussi pour vous inciter à me dire ok, d'un point de vue psychologique, psychologie first again, et vraiment ça. Et qui m'indique que oui, de base j'ai ça, et je comprends que si je veux être encore plus agressif, plus optimisé, plus greedy, plus avide, plus de résultats, parce que je suis plus gourmand, eh bien ça va être à moi de faire plus de travail pour prendre en compte ces différents éléments de marché. Si vous voulez être plus avide et aller chercher plus de gains, c'est à vous de faire plus de taf, il n'y a pas de secret. C'est pas en mode je vais être plus greedy et faire plus de gains, donc je fais moins de taf. Ben non, ça n'a aucun sens. Vous comprenez bien le principe. Franchement, j'ai rien à rajouter par rapport à ça, hein. Faut réussir à se placer et puis en vrai, sur la montée, on commence à vendre un petit peu, à prendre ses profits. Et ça nous permet de pouvoir recharger sur les dips. Surtout en bull run, on a toujours plusieurs dips. Et c'est à ces dips-là où au final, on peut avoir cette liquidité qui va tourner et qui va permettre de faire des profits une fois sur le coin, de prendre ses profits, de les réinjecter plus bas ou de les réinjecter ailleurs et de continuer comme ça à faire un effet boule de neige jusqu'au moment où il faudra réussir à vendre le maximum pour sortir du marché quand ça sera la fin. Exactement. Je suis en train de faire un petit backtest là pour vous montrer un petit peu. Je suis en train de faire quoi là? Le RSI, c'est vraiment l'indicateur le plus mainstream. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de 3000 indicateurs compliqués, de complexes, de machin, etc. Il vaut mieux des indicateurs les plus simples possibles du marché que beaucoup de personnes utilisent et que vous arrivez vraiment à maîtriser. Regardez les points bas là, au niveau du prix. Regardez ce qui se passe au niveau du prix. J'ai pris juste les points bas en daily sur le RSI, mes zones de surachat, de survente, pardon. Donc c'est en dessous, donc c'est inférieur à 30 sur la zone du RSI. Il est réglé de base, hein, c'est la config de base. Dès que j'arrive en dessous des 30$, pour le coup, j'ai juste pris les points bas. Et vous voyez, par rapport au reste, où j'achète, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Ok, il y a des fois où je pourrais dire, cela j'achète pas, j'achète que ceux qui sont ici, ou celui-ci. Ok, why not? Mais mine de rien, d'un point de vue statistique, c'est quand même ultra, ultra pertinent. Ouais, Donc, après, là, ce qu'il faut réussir à voir aussi, c'est savoir dans quel cycle on est. Est-ce qu'on est dans un bear market ou est-ce qu'on est dans un bull market? oui, bien sûr. Parce que forcément, si tu achètes les premiers dips en février 2022, en fait, tu es en train d'entrer dans le bear market. Donc, du coup, tu te fais torcher. Effectivement, alors partez toujours de la base macro. Partez toujours du plus gros. Et après, quand vous avez défini le plus gros, donc là, prenez toujours cette base de, par exemple, je définis mes cycles du halving, mon BLX, etc.
Je l'ai ici, mes cyclicités de Bitcoin. Effectivement, et merci de le rappeler, Monsieur Carnegie. It's a pleasure. Mais partez des choses les plus simples. Les halvings, jusqu'à présent, c'est ce qui a eu énormément d'impact. Est-ce que ça a un impact direct sur l'offre et la demande? Parce qu'encore une fois, le prix, c'est juste une représentation et la résultante de l'offre et de la demande. Est-ce que ça a un impact direct sur mon offre et ma demande? Bah oui, clairement, parce qu'on raréfie l'émission de Bitcoin. On émet de moins en moins de Bitcoin. Donc, entre guillemets, l'injection monétaire de Bitcoin réduit du jour au lendemain. Donc forcément que ça a un impact sur l'offre et la demande. Et donc forcément, par conséquence, également sur le prix. Donc ça à prendre en compte. Et si déjà vous arrivez à corréler les cycles du halving, de voir si ça fonctionne toujours, oui ou non, quels sont les pièges potentiels, parce que c'est pareil, hein, les décembre 2021, t'inquiète, to the moon, moi c'est comme ça que j'avais anticipé, hein, j'avais réussi à anticiper le top de marché sur mon premier cycle, parce que j'avais commencé, moi pour le coup c'était sur les coups de 2019, et j'avais commencé juste un peu avant, mais c'était mai pour le coup. J'ai commencé ici, moi. Mais, et voyons, on est tous arrivés sur des tops de l'un ou de l'autre. Hein. Moi, je suis arrivé clairement sur un top de marché. Mais j'étais tellement random, tellement noob qu'entre guillemets, je l'avais même pas vu que c'était un top de marché en local. Enfin bref. mais, mais pour le coup. Je tombe la péter, mais moi, je suis pas rentré sur un top de marché la première fois. Bah, moi, en fait, au début, je me suis dit, ouais, pas C'était trop quand il au était à final. 500 BTC. Bah, enfin, moi, je suis rentré un peu sur. Mais à court terme, un peu quand même, tu vois. Mais, Ouais, mais c'était un mini cycle. ouais, ouais. Tu vois, on est obligé, c'est parce que c'est l'euphorie d'un bull run qui amène justement les gens. Complètement. L'argent attire l'argent. Donc forcément, Complètement. si l'argent dans le BTC augmente, si le prix de BTC il augmente, ben, ça va attirer les gens qui se disent, oh putain, l'argent a gagné là-dedans, allez, j'y vais. C'est ça. Ouais, clairement. Et ça va se repasser, ça va se reproduire. Ah oui. Ça s'est déjà reproduit sur le petit cycle court terme qu'on vit actuellement, mais ça va se reproduire. Et avec les acteurs qu'on a aujourd'hui, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mm. Ouais. Clairement. Et donc, du coup, le plus important, c'est ça. C'est toujours, je dégrossis pour le coup le plus gros, le plus macro, etc. Donc, c'est pour ça que si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, normalement, vous devez percuter un petit peu et vous dire, ok, je vais regarder aussi le SP500. Essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue politique monétaire aussi, parce que c'est des points qui sont cruciaux. Donc peut-être, je lui dis ça, on va peut-être suivre un petit peu Monsieur Kaneki, voir ce qu'il propose, voir ce qu'il dit sur de temps en temps sur la chaîne YouTube, etc. Parce qu'il fait quand même pas mal de macro aussi. Par exemple, je lui dis ça, je lui dis rien. Merci pour la petite pub cachée. Mais donc là, c'est vraiment ça le plus important, c'est suivre ce qui se passe d'un point de vue macro, d'un point de vue des liquidités, d'un point de vue des politiques monétaires, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'être un maître de la macroéconomie, mais avoir quelques bases, c'est quand même crucial. Et comprendre un petit peu ces notions de cyclicité sur le halving, c'est vraiment la base pour le coup par rapport à la crypto. Et après, pareil, de maîtriser d'un point de vue vraiment très long terme aussi, cette notion de cyclicité d'un point de vue de la psychologie de marché. Et donc là, je peux clairement corréler, comme on vient de le faire précédemment. Je prends par exemple là 4 ans du fin jusqu'au début, et me dire, ok, par rapport à cette notion de plus ou moins de 4 ans, globalement, parce que ça pourra après être déréglé et puis être que tous les 4 ans, et je pense plus rapidement, plus seulement qu'on le pense, mais à voir. Et effectivement, par rapport à ça, arriver à me situer globalement sans être trop gourmand, encore une fois, parce que de toute façon, si je ne suis pas extrêmement professionnel du marché, etc., vous allez avoir du mal concrètement à vous positionner avec précision, et c'est pas fait pour, comme je viens d'expliquer. Mais effectivement, repartir d'abord de ces solutions plus macro, pour moi, c'est indéniable. Vous devez passer par là. Et une fois que j'ai fait ça, ok, je sais plus ou moins où je suis, j'ai compris à quelle proportion c'était intéressant plus ou moins de prendre plus de risques, et là, une fois que j'ai fait ce taf-là, je vais chercher effectivement des altcoins. Et là, il y a des dingueries à faire. On fera des lives spéciaux extra altcoin. On a déjà fait précédemment la semaine dernière, du coup, live notamment sur les narratives. Pareil, dans le live de la semaine dernière, on a donné plein d'exemples. Hein. On a donné plein d'exemples à chaque fois au cas par cas, plein d'altcoins qui ont été cités. Hein. Ouais, j'avoue qu'il y a vraiment. C'est full alpha. Ouais, Vous ferez un top 10 Bitcoin bientôt. clairement. Mais ouais, après tout ça, là, tout ce que tu dis, c'est clair que c'est important et même indispensable à comprendre. Mais il faut savoir que ça prend aussi du temps à rentrer Oui, dans la tête. dans la C'est cabeza. vraiment, c'est vraiment un processus à mettre en place. Toi, du coup, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que tu es sur le marché. Moi, ça fait 4 ans que je suis vraiment pratiquement à temps plein. Ça met du temps à avoir un niveau qui s'élève de la masse, entre guillemets. Ouais, Et c'est à force de répéter, comme au sport, quand tu vas faire tes séances à la muscu, tu répètes et pour avoir des muscles qui grossissent. c'est Et là, ça. ça va être pareil. Plus on va répéter, plus on va essayer de chercher des corrélations, plus on va chercher de nouvelles choses, plus on va s'intéresser. Et tous les jours, on va voir de nouvelles choses. Moi, encore aujourd'hui, j'ai découvert de nouveaux petits détails à analyser pour améliorer mon analyse sentimentale.
parce que justement, à force d'apprendre sur l'analyse sentimentale, eh bien, je trouve de nouvelles choses, je cherche de nouvelles corrélations. Et ça, c'est à force de le travailler. Et au début, on ne comprend rien, on est perdu. Et c'est comme la macro. La macro, au début, moi, Ouais, c'est un je lis bordel, des hein. articles, je comprends rien du tout. Je comprends pas un mot, et je me dis à la fin de l'article, putain, j'ai rien compris. Mais à force de faire cet effort, et bien là, je me dis, oh tiens, là, j'ai compris pas grand-chose, mais j'ai compris un peu plus que la dernière fois. Et Mm, petit à petit, on monte en compétence, on monte en connaissance, et on commence à se faire un vrai niveau. tout à fait. Même d'un point de vue biologique, hein, pour ceux qui veulent le détail, il faut savoir que ce qu'on appelle les connexions neuronales, donc c'est la connexion entre les neurones, il faut le voir comme des chemins qui vont se renforcer au fur et à mesure qu'on les crée, qu'on les répète et qu'on les met en profondeur, qu'on fait un petit peu des corrélations, voilà, de belles métaphores, etc., les unes avec les autres. Donc en fait, à force de les pratiquer, de les utiliser, le chemin neuronal se renforce. Donc la connexion de capacité de votre cerveau se renforce littéralement. Donc biologiquement, c'est dans la répétition que vous allez créer de la compétence. C'est comme dans n'importe quel niveau, parce que justement, biologiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a pas de secret. Espérez pas effectivement pratiquer voilà, la stratégie TP, je me retrouve que je suis toujours à court de liquidité, etc. Vous devez commencer à pratiquer. Et c'est pour ça que ceux qui se disent oui, mais c'est bon, moi je suis pas trop pressé, ce sera juste quand je serai tout en haut du bull run que je commencerai à prendre des profits. Ouais, mais si t'as pas commencé à le faire correctement, comment tu veux que tes chemins neuronaux dans ton cerveau ils soient opérationnels pour les gérer correctement le jour où ce sera le plus compliqué? Non, ça marchera pas. Et c'est pour ça que ça, c'est des choses qui se pratiquent, et c'est dans la répétition, dans le passage à l'action, dans le just do it, etc. Et si vous targetez un multiple optimal ou ultra gros, etc., ou que vous voulez une target idéale de mouvement parfait, etc., pour vous prendre pour des génies, parce que vous espérez que vous allez tout revendre au top du marché, etc., eh bien, vous devez déjà, dès aujourd'hui, vous apprendre à vendre les bons moments à court terme. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne vendrez jamais le top de marché, c'est une certitude par rapport à ça. Donc C'est pareil, ça. j'avais fait un petit live sur Insta et je finirai avec ça. Euh, je vous déconseille très fortement, tout le temps, d'essayer de choper les points beaux et les points bas. Moi, c'est ma spé, la cyclicité, la psychologie, etc. C'est ma spé, c'est ma spé à moi. D'accord. Donc c'est le truc où je suis le plus focus. Et effectivement, ça fait plus de 4 ans et demi maintenant que je suis full time sur la crypto, que je fais que ça H24 de toutes mes journées. Plus de 4 ans et demi pour vous dire. Donc mon niveau, il sort pas de nulle part. Ok. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment la répétition et que par exemple apprendre à choper des hauts, des points bas, c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde parce que ça demande une exigence, une appétence, une curiosité, une régularité, des niveaux de compétences, une certaine appétence aussi pour ce côté un petit peu analyse cartésien, etc. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être fort en maths ou d'être bon en tech. Pareil, d'ailleurs, gros cliché, hein. Moi, je suis un boomer hein, sur la tech, hein, je vous le dis. Hein. Il y a plein de trucs où je suis à l'ouest complet et même des fois ils se foutent de ma gueule dans le Discord. Je rigole déjà. Mais oui, même en mathématiques, moi, j'ai capté rien en mathématiques, hein, franchement. Moi, je suis bon en maths, Tu m'expliques le mais Fibo, je vais te dire, ok, c'est je sais pas quoi, le nombre d'or de je sais pas quoi, ouais, ok, très bien. Moi, je vois juste entre 0,61 et 0,70, j'achète, c'est tout. Mais ouais, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, en vrai, spécialement. Il y a juste à avoir un petit peu tout ce qui va être fibre d'analyse. Et c'est pareil, c'est des chemins neuronaux. Hein. Moi, la lecture, par exemple, j'étais toujours été nul, etc. Bah, à force de pratiquer de plus en plus, en fait, au fur et à mesure des années que je lis maintenant beaucoup plus et qu'avant, j'avais jamais lu. Avant 2018, j'avais jamais lu un seul livre de ma vie. Genre, vraiment. Et en fait, bah, maintenant, je lis régulièrement, etc. Et en fait, pareil, au fur et à mesure, bah, pareil, mon chemin neuronal, il se construit de plus en plus. Et c'est exactement pareil. Donc voilà, est-ce que Kaniki, un petit mot pour clôturer tout ça avant de finir. Pareil, vous avez. Donc là, l'idée, c'est que si vous voulez reprendre les bases, parce que vous avez des lacunes, etc., etc., formation gratuite, lien en bio ou sur le Telegram si vous avez besoin, ou passez en DM directement sur Insta si vous préférez, ou même sur Twitter. Formation gratuite, vous avez plus de 5 heures pour toutes les bases sur l'écosystème, les bases de Bitcoin, l'écosystème, les valeurs, les principes, passer à l'action intelligemment, avoir la bonne psychologie et aller creuser plus loin dans l'écosystème. Les presets, les différentes altcoins, etc., etc., tout ça. Et si vous voulez gagner plus de temps, passez directement en DM, vous m'envoyez crypto et on verra ce qui peut vous convenir sur effectivement ce qui peut vous permettre de gagner plus de temps, plus de résultats, moins de friction, moins d'efforts et plus d'oseille également. Magnifique. Ben, en dernier mot, moi, je dirais seulement que il faut acheter quand il y a de la peur, quand il y a du sang dans les rues. Et actuellement, sur les altcoins, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Ouais, Donc, si vous n'êtes pas exposé aux altcoins, si vous avez envie de vous exposer aux altcoins, peut-être c'est intéressant de commencer à regarder dès maintenant les altcoins avant de se dire, ah putain, ils sont partis, c'est trop tard. ouais. Parce que là, ouais, quand la dominance, ça va commencer à chuter, vous allez courir après, hein, vraiment. Hein.
Et surtout, on n'a rien vu encore du cycle. Là, c'était vraiment une petite mise en bouche. Ouais. Avec les acteurs qu'il y a, je pense que ça peut être une dinguerie. Hein. 2021 à côté, ça va être vraiment un bébé cycle. Ouais. Parce que Moi, c'est ouais. vraiment, Vas-y. moi, c'est vraiment un truc que j'avais montré ça à mon père en 2020, je crois. Et je lui disais, regarde le cycle qu'on a eu juste avant. Mais en fait, le cycle qu'on va avoir, ça va être pareil, en fait. Mais du coup, le cycle d'avant, il devient tout petit. Quand tu te mets Ouais. en 2020, tu regardes le cycle de 2007, il a l'air immense. Tu regardes le cycle de 2013, c'était avant, 2014, je sais plus combien, mais il est tout petit. Et en fait, là, c'est devenu le cycle de 2017, il est devenu tout petit. Et le cycle de 2020, il est encore immense. Mais Ouais. là, quand on va péter, le cycle de 2020, le cycle de 2007, on ne le verra plus déjà. Ça sera vraiment du passé. Et 2020, ça va être 2017 aujourd'hui. On le voit même pas 2013, tu vois. Et ouais, c'est ça. Et parce que d'habitude, je mets en logarithmique pour ceux qui comprennent un petit peu. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pour reprendre. En fait, c'est en proportion, en gros, c'est une échelle différente. C'est du logarithmique. Là, c'est un peu mathématique le terme. Mais c'est du logarithmique au lieu de l'arithmétique. Et si je mets du coup en arithmétique, donc les mathématiques, enfin les calculs traditionnels, etc., là, ça vous donne vraiment la proportion. Et vous voyez qu'effectivement, ce que vous disiez, Kaneki, c'est que c'est vraiment significatif, hein. Donc du coup, dès qu'on aura fini le cycle qui arrive, là, 2017, on ne le verra plus. Ouais. Rappelez-vous de Et ça ça. sera Ça comme sera ça. Ça sera comme. Et encore. On sait pas, hein. On sait pas, hein. Peut-être qu'on fera un live prédiction. Ouais, c'est ça. Et on fera ça, et on fera ça. On va surfer tout ça. C'est ça. On va surfer la vague. Écoutez les amis, on est bon. Merci à vous. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. On vous tient au courant également pour les petits thèmes des lives qu'on fera également au fur et à mesure. Mais effectivement, là, le coche des altcoins, il se peut que la correction ne soit pas encore finie. Pour le coup, vous avez les éléments clés, vous avez tout ce qu'il vous avez vu tout ce qu'il faut pour prendre les bons supports, comment se placer, aller chercher effectivement tout ce qui est altcoin. Maintenant, vous avez également des bases en termes de stratégie pour commencer à prendre des profits le jour où vous aurez des beaux profits également sur les altcoins. Donc là, il ne faudra pas l'oublier, pas le négliger également. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour déjà là commencer à avancer concrètement sur le marché et mieux réagir la prochaine fois. Nous, on se dit à très vite pour ce fameux halving et on se dit du coup au halving prochain, à la prochaine. Ces époques du coup aussi sur BTC. Comment? C'est les époques du coup aussi sur BTC ou pas? Alors là, je sais pas du tout. Mais Ah, ouais, j'ai on plus le peut dire terme. à living prochain. Hein. C'est carrément ça. Carrément. Bah après, on va pas forcément attendre encore 4 ans pour revenir vers les gens en public. Mais dans l'idée, c'est ça, on se retrouve du coup post-halving au prochain live. Allez, merci à tout le monde. Merci, ciao ciao.